Très bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette première séance du séminaire général de cette année qui est, comme vous l'avez vu, consacrée à mai 68. L'an passé, en 2018, ont eu lieu, comme vous le savez, les célébrations du cinquantenaire de 68. On a donc quelques mois de retard par rapport à ces célébrations. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça va nous permettre de prendre un peu de distance analytique, ce qui est toujours positif, c'est fécond. Et aussi parce que ça va nous permettre, et ça reviendra peut-être dans le débat, de réfléchir aux différences et aux similitudes existantes entre les 68 et les mobilisations qui seraient en cours à l'heure actuelle, par exemple évidemment les Gilets jaunes, Nuit debout, d'autres encore. Pour en parler, on a convié deux intervenants. D'abord Ludivine Bantigny, qui est historienne, qui est maître de conférence à l'Université de Rouen. Ludivine est l'auteur de nombreux articles et livres, et notamment d'un ouvrage paru aux éditions du Seuil l'an passé, qui est intitulé 1968, des grands soirs au petit matin. C'est cet ouvrage, dont je vous recommande vivement la lecture. C'est un livre qui repose sur un travail d'archives souvent inédite, et dont je viens de parler, j'imagine, et sur une connaissance de l'événement des jours 68 qui est assez impressionnante. Et on a également convié Olivier Filleul, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Lausanne. Olivier a co-dirigé un ouvrage paru l'an passé chez Actes Sud, intitulé « Changer le monde, changer sa vie », enquête sur les militantes et les militants des années 68 en France. Et là aussi, la richesse du matériau empirique permet de projeter un éclairage assez nouveau sur les événements et sur leurs conséquences dans la vie des militantes et des militants de 68. Je vous remercie tous les deux d'avoir accepté notre invitation, c'est super que vous soyez là. Il s'agit de deux livres en fait assez différents, ne serait-ce que par leur objet. Celui de Ludivine, c'est une histoire de mai 68, alors que celui d'Olivier s'intéresse davantage au destin des 68 arts dans les décennies qui suivent l'événement. Donc c'est évidemment pas le même type d'objet. Mais ce sont aussi des ouvrages qui ont une série de points communs qui frappent tout de suite le lecteur. Par exemple, celui de vouloir déconstruire les mythologies de 68. Par exemple, la mythologie que l'on trouve dans le livre Génération de Hervé Hamon, ou encore la volonté de chercher à décentrer le regard, la focale, l'approche, en la plaçant cette focale sur d'autres villes, sur d'autres régions de France que Paris. Donc il y a des proximités qui vont sans doute apparaître dans le cours des deux présentations. La séance va se dérouler de la manière suivante. Chaque intervenant dispose d'environ 40-45 minutes maximum. Ensuite, on fera une petite pause d'une dizaine de minutes. Ensuite, Alina Sourobaroui se présente, que je remercie au passage d'avoir accepté d'être discutante, va faire quelques remarques. Et puis ensuite, on passera très rapidement au débat avec la salle. Ça dépendra en réalité de l'heure. En général, on est toujours en retard dans ces événements. Donc l'idée, c'est évidemment que vous donniez la parole aussi rapidement que possible pour poser des questions. Voilà, merci encore d'être là. Je passe la parole à Ludivine. Oui, je me sens un peu seule à cette table, mais bon. Voilà, je sens que vous êtes là et que ça va être très collectif cette affaire. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de cette invitation. Je suis très contente de pouvoir justement mener avec vous ce dialogue qui est aussi interdisciplinaire. J'ai hâte aussi de connaître les résultats des discussions de votre Assemblée Générale, en fait, c'est surtout ce qui... Et dans la mesure où d'ailleurs le séminaire, si j'ai bien compris, a vocation à interroger, voilà, en l'occurrence par exemple cet événement passé, dans la perspective du présent. Donc je ne vais pas me permettre ici, sauf à la fin de cette petite présentation, justement de faire des rapprochements ou des analogies qui sont forcément trop hâtives ou trop péremptoires avec le soulèvement populaire qu'on connaît actuellement, mais c'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser et de voir non pas encore une fois des comparaisons terme à terme possibles, mais en tout cas des résurgences, peut-être aussi un vivier d'expérience qui est réactivé, revitalisé à l'occasion de cette révolte sociale en cours. Donc on pourra en parler si vous le souhaitez. Donc, bon, c'est l'intitulé ici, 68, grève générale, pratiques et projets, vise, comme vous l'avez compris d'emblée, à insister sur le fait que 1968, en tout cas en France, il faudra insister bien sûr sur la dimension internationale de ce moment, a d'abord été une grève générale, voilà, avec 10 millions de personnes qui se sont mobilisées, qui ont arrêté de travailler,
et qui ont occupé leur lieu de travail. Voilà, c'est une dimension qui a été très longtemps occultée, à la fois dans le discours politique et médiatique, mais aussi dans une certaine mesure, dans une partie des sciences sociales en tout cas, au profit d'une révolte essentiellement étudiante, voire juvénile. Alors, il faut rappeler d'emblée que les étudiantes et étudiants en 1968, en France, ça ne représente que 12% de leur classe d'âge. Voilà, donc c'est une petite minorité de la jeunesse. Donc il ne s'agit pas du tout de nier l'importance tout à fait décisive qu'a eu le monde étudiant en 1968. On pourra nuancer le fait que ça a été la seule étincelle de l'événement. Il y a eu d'autres étincelles à l'origine de ce mouvement. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut absolument pas rabattre 1968 sur un mouvement étudiant, vous le savez bien, mais il faut quand même peut-être d'emblée le souligner. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une grève générale au cours de laquelle environ 10 millions de personnes sont mobilisées, c'est-à-dire un peu plus de 7 millions de salariés, mais aussi bien sûr des élèves de lycée, les étudiantes et étudiants dont on a parlé, également des agriculteurs, le monde agricole, une fraction du monde agricole est mobilisée, je vais en parler rapidement, des artisans parfois, des petits commerçants. Voilà, c'est forcément un monde qui est intergénérationnel, interprofessionnel. Et on peut essayer de comprendre ce qui a fait le liant justement de l'événement. Qu'est-ce qui fait que ça a pris alors que l'année 67 avait été une année de pic de grève. Donc voilà, il ne faut pas s'imaginer que 68 aurait surgi comme ça, comme un éclair dans un ciel serein. Le niveau de conflictualité sociale tout au long des années 60 était particulièrement élevé. Et encore une fois, l'année 67 a été une année de particulière tension sociale. Donc comment se fait-il que 67 ne fasse pas événement alors que voilà, 68 a cette historicité, voilà, cette espèce, crée cette espèce de trouée dans la linéarité historique qui fait l'ampleur et le caractère inédit d'un événement, au sens où c'est un surgissement, au sens où c'est une irruption. Donc qui dit grève dit forcément temps. Voilà, un certain rapport au temps, un temps qui sort désormais de l'ordinaire, puisque, comme le disent beaucoup de grévistes à ce moment-là, de protagonistes de l'événement, eh bien, on a du temps, parce qu'on s'arrête de travailler, on arrête de fonctionner à la manière ordinaire. Donc c'est un temps qui est au sens strict extraordinaire, qui est un temps en suspens, au cours duquel on peut réfléchir davantage, se trouver, se retrouver, discuter. Bien sûr, on a beaucoup insisté sur le fait que 68 avait été un moment aussi de surgissement d'une parole enfin légitime, c'est-à-dire que c'est là que des comparaisons vont être possibles avec le mouvement actuel des Gilets jaunes, c'est-à-dire des personnes qui jusqu'à présent n'avaient pas vocation à s'exprimer dans l'espace public, à exprimer des positions politiques en dehors de l'isoloir et de la pratique électorale, mais qui justement prennent cette parole et se sentent légitimes à le faire. Donc dans une certaine mesure, ça correspond assez bien à la manière dont Jacques Rancière définit la chose politique, c'est-à-dire la capacité de tout un chacun, et de toute une chacune aussi, on va voir la présence des femmes importante en 68, la capacité donc de tous et toutes à faire du commun et à l'exercice du commun, par opposition à ce qu'il appelle la police, pas à entendre au strict sens des forces de l'ordre, mais la police selon Rancière, c'est-à-dire la manière de gouverner par le circuler, il n'y a rien à voir. Donc précisément 68 est une façon d'activer la chose politique dans le premier sens du terme, c'est-à-dire, dans ce sens-là en tout cas, c'est-à-dire cette capacité à faire du commun. Donc le temps est libéré pour discuter à la fois du quotidien, des conditions de travail, des conditions de vie dans des quartiers, dans des communes, mais aussi d'alternatives possibles. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé en fait cette petite présentation « Pratique et projet ». Parce que y a eu en effet un surgissement de très nombreux, de très abondants, de très foisonnants projets alternatifs, alors qu'il s'agisse de réformes, encore une fois, réformes de l'ordinaire, amélioration du quotidien, mais également projets de société, imaginaire alternatif, qui fait que 68 a bel et bien été traversé et imprégné par la perspective du changer la vie,
C'était d'abord les mots de Rimbaud, changer la vie, avant que, durant la décennie 70, le mot s'enferme en quelque sorte dans un slogan d'un parti politique, en l'occurrence pour le programme du Parti socialiste. Donc changer la vie, c'est ce qui anime les protagonistes de 68. Alors juste une petite parenthèse sur ce terme de protagonisme que j'ai déjà utilisé là à plusieurs reprises en l'espace de 5 minutes. C'est un terme, en tout cas une notion, voire un concept que j'emprunte à l'historien italien Haim Burstein. Je ne sais pas très bien quelles sont les circulations de référence entre nos disciplines. Donc Haim Burstein a écrit un très beau livre sur la Révolution française qui s'appelle « Révolutionnaire ». Anthropologie historique de la Révolution française, dans lequel il théorise justement cette notion de protagonisme, entendu au sens où justement vous et moi, des personnes lambda, voire anonymes, même si personne n'est jamais anonyme fort heureusement, mais prennent en charge tout à coup un événement historique, c'est-à-dire basculent justement dans l'engagement et ont conscience de faire l'histoire. Et ça, c'est vrai qu'en 68, ça a été particulièrement important, cette historicité entendue ici au sens de la conscience historique à l'œuvre, c'est-à-dire de s'inscrire dans une histoire avec bien sûr un passé, parce que le passé est très présent en 68, la référence au passé, mais qui est davantage qu'une simple allusion, c'est vraiment quelque chose de très prégnant au sens où c'est un passé vivant. On se réfère beaucoup à la Commune de Paris, on se réfère beaucoup au Front populaire, aux grèves du Front populaire, bien sûr que certains et certaines ont connu parmi les participantes et participants à 68. On parle aussi de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et bien évidemment de la guerre d'indépendance algérienne. Donc c'est un rapport au temps singulier et puis aussi un rapport à l'espace, puisque précisément il y a une occupation des lieux de travail, de certains lieux publics, et donc on se réapproprie ces espaces différemment. Ça correspond là aussi tout à fait à ce qu'avait pu expliquer la philosophe Simone Weil pendant les grèves du Front populaire. Vous savez que Simone Weil s'était établie, le mot n'existait pas encore comme tel, mais avait choisi de travailler en usine dans les années 34-36 pour essayer de comprendre justement la condition ouvrière et les conditions de travail. Et elle les décrit d'une manière qui est en effet extrêmement impressionnante et édifiante, la dureté des conditions de travail, mais elle parle des grèves de 36 comme une libération des corps, une libération de la parole, et aussi la joie tout à coup de se réapproprier ces espaces qui sont métamorphosés à l'aune de la grève, parce que forcément on les occupe différemment, on les découvre différemment et on se métamorphose soi-même, donc individuellement et collectivement, par le fait même de cette transformation de l'espace géographique qui devient aussi bien sûr un espace social et politique. Donc c'est un peu ce genre de questions que je voudrais soulever ici très rapidement. En repartant, je ne vais pas beaucoup parler des figures telles qu'on les retient en général de 68, parce que ce qui nous a intéressé, me semble-t-il, toute l'équipe d'Olivier et puis voilà toute l'équipe de Sombrero dans leur enquête, mais aussi les historiennes et historiens qui travaillent sur 68, on a quand même cette volonté de faire une histoire. Alors j'aime pas beaucoup par le bas, from below, etc., parce que ça supposerait justement de réintroduire une dimension verticale, il y aurait le haut et le bas, etc. Alors que voilà, c'est en tout cas de faire une histoire par le biais des comités d'action, des comités de grève, des comités de base, des comités de quartier, de toutes les archives qui nous permettent d'avoir accès à cet événement dans son niveau local. Et comme Razmig y a insisté à l'instant, c'est aussi montrer que tout le pays a été mobilisé, que c'est pas un clivage Paris-province, c'est pas non plus un clivage grande ville, petite ville, parce qu'on a énormément, il y a énormément d'endroits où la grève prend, où il y a des occupations, où il y a des rassemblements et des manifestations. Et bien sûr, il s'agit aussi de voir l'événement dans sa double face, on pourrait même dire sa triple face, parce qu'il y a d'un côté celles et ceux qui se mobilisent dans la grève, les manifestations et les occupations. De l'autre, celles et ceux qui refusent absolument ce mouvement, qui voient le chaos, l'achienlit, pour reprendre les termes de Gaulle à cette époque, et qui vont manifester pour dire qu'il faut que ce travail reprenne. Donc, suivez mon regard, gilet jaune, foulard rouge, les choses, voilà, même si le succès de la manifestation de dimanche dernier n'a pas été à la hauteur de celle du 30 mai 68 sur les Champs-Élysées, de celles et ceux qui ont dit, voilà, ça suffit maintenant, Renault au boulot, il faut reprendre le travail. Et puis, il y a aussi
la fraction de la population qui regarde tout ça dans une certaine mesure à distance, avec une certaine inquiétude, avec aussi la peur de la guerre civile. Il faut se rappeler que la société est vraiment traversée par le traumatisme du conflit, de la guerre, d'une guerre qui n'a finalement pas cessé jusqu'en 1962, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie. Et donc il y a vraiment cette peur à l'égard d'une guerre civile possible, donc une inquiétude et une mise à distance. Et ça, on peut aussi l'apercevoir grâce à d'autres archives. Je vais pas forcément rentrer dans le détail des archives que j'ai pu consulter, mais elles sont en effet très abondantes parce qu'il y a pléthore de sources. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi sur les archives policières, les archives des renseignements généraux, les archives bien sûr des ministères, du gouvernement, les archives de l'Élysée, etc., qui permettent justement de maintenir un certain équilibre dans l'observation même de l'événement. Toujours est-il que je ne vais pas parler spécialement de Daniel Cohn-Bendit, parce qu'il a suffisamment parlé de lui pour que, sans négliger le rôle qu'il a tenu en 68, on parle des 9 995 000 autres. Mais là, je voulais quand même citer cette fameuse interview que Sartre réalise auprès de Daniel Cohn-Bendit, c'est-à-dire en inversant les rôles. C'est Sartre qui se fait en quelque sorte l'intervieweur. Et ça me semble intéressant parce que Sartre saisit justement ce qui fait 68. Ce qu'il a d'intéressant dans votre action, c'est qu'elle met l'imagination au pouvoir. C'est une expression qui finalement a été ensuite assez galvaudée, qui s'est un peu usée, mais pourtant qui garde toute sa saveur et toute son importance, toute son acuité, parce que c'est fondamental pour 68. Vous avez une imagination beaucoup plus riche et les formules qu'on lit sur les murs de la Sorbonne me prouvent. Quelque chose est sorti de vous qui étonne, qui bouscule, qui renie tout ce qui a fait de notre société ce qu'elle est aujourd'hui. C'est ce que j'appellerais l'extension du champ des possibles. N'y renoncez pas. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, comme ça, à l'occasion d'une émission de radio, de lire à Daniel Cohn-Bendit cette citation parce qu'il me semblait qu'elle résonnait un peu différemment au vu de son parcours ensuite, sur le « n'y renoncez pas ». C'était intéressant d'avoir sa réaction. Mais quoi qu'il en soit, au-delà de Cohn-Bendit, c'est vrai que ce que dit Sartre là sur le champ des possibles qui s'étend à la faveur de l'événement, c'est très passionnant parce que l'événement dans son précipité, dans sa densité temporelle, permet aussi une accélération de la chose politique, justement une accélération de la conscience, de la politisation. Et ça, on le voit vraiment dans tous les projets qui émergent à cette occasion. Et donc, pour terminer sur cette introduction déjà trop longue, je citerai aussi ce que dit l'écrivaine Leslie Kaplan, qui était aussi ouvrière en 1968. Elle dit à ce sujet, au sujet de 68, « On quittait sa cage, on refusait la catégorie, la case et le cas. On voulait être autre chose qu'une fonction de production. » Et ça, en effet, ça dit bien ce qu'a été peut-être l'essence de 68, c'est-à-dire le refus des assignations identitaires, ce que Boris Gobi a appelé le refus de l'accommodement à l'ordre des choses, donc une sorte de rupture, en tout cas au moins provisoire, avec l'ordre établi et la distribution des places, des rôles et des fonctions. Alors, comme je le disais, en fait, avant 68, il y a 67, jusqu'à présent, vous me suivez, il faut faire beaucoup d'années d'histoire et d'études d'histoire pour en arriver à ce genre de conclusion. J'ai une autre hypothèse forte, c'est que l'année 68 commence pas en mai, ni même en mars, mais elle commence en janvier, voilà. Donc je vous dis ça parce qu'en effet, en 67, il y a eu des grèves très importantes. Par exemple, la grève de la Rhodia Seta, qui a commencé à Besançon. C'était une entreprise textile qui fabriquait des textiles artificiels. Et puis ça s'est étendu donc à Lyon, à Saint-Fond, à Vèze. Et c'était intéressant, les grèves de la Rhodia en 67, parce qu'il y avait déjà une occupation des usines. Et puis les ouvrières et ouvriers qui étaient en grève disaient « Nous sommes des hommes, pas des robots ». Et il y avait déjà quelque chose, justement, sans dire que ça conduit à 68, que 67 conduit téléologiquement à 68, mais il y a à la fois des revendications qui sont matérielles, qui sont tout à fait importantes pour l'époque, notamment sur les salaires, parce que les salaires sont très bas. On parle beaucoup des 30 glorieuses, selon l'expression de Jean Fourastier, mais c'est une expression qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux à nuancer, voire à mettre à distance, parce que le terme de glorieuse pour qualifier cette période mérite de s'interroger sur les critères qu'on retient pour la qualifier de cette façon.
sachant que, bien sûr, le taux de croissance est assez stable, 5%. Bien sûr qu'on ne peut pas dire 5% par an, on peut pas du tout considérer, enfin voilà, c'est important de souligner en tout cas qu'on vit mieux en 68 que à l'issue immédiate de la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'empêche qu'il y a encore 5 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté, que les salaires sont très bas, que les cadences de travail sont très élevées, qu'il y a encore des bidonvilles, comme on le sait très bien à Nanterre, puisque à quelques encablures du campus de Nanterre, il y a des bidonvilles où s'abritent des familles, surtout algériennes, qui vivent dans des conditions proprement indignes. Et donc justement, l'événement 68 fait surgir ces conditions de travail, fait surgir l'importance des tout petits salaires, des faibles retraites aussi, et d'un travail qui est très rude, ce que disaient déjà évidemment les grèves qui ont précédé la grève générale de 68. Et des mobilisations, il y en a eu vraiment un certain nombre dans les mois et les semaines qui ont précédé mai-juin 68, y compris dans le monde paysan, dans le monde agricole. En fait, les premiers pavés ne sont pas lancés au quartier latin, du côté de la Sorbonne, mais sont lancés à Quimper lors de la manifestation du 12 octobre 1967. Donc vous voyez quelques photographies ici tirées des archives départementales du Finistère, et déjà qui pointent du doigt la question du marché européen tel qu'il se dessine et qui, aux yeux des personnes qui se mobilisent alors, crée en quelque sorte une Europe à deux vitesses et un marché agricole à deux vitesses qui pourrait tuer à petit feu celles et ceux qui ne s'en sortent pas dans ce marché-là. Et puis, comme je le disais, 68 commence en janvier. C'est important, pas évidemment en termes chronologiques, mais en fait, il y a des grèves déjà très importantes en janvier 68, notamment à Caen, comme vous le voyez sur cette photographie, où on voit en fait les forces de l'ordre qui sont très mobilisées. Il y a des affrontements très violents à Caen. C'est important parce qu'au fond, ça nous permet de nuancer, sans mettre en cause forcément la chronologie officielle de 68, c'est-à-dire ça commence à Nanterre, puis à la Sorbonne, c'est-à-dire ça commence dans le monde étudiant, puis lycéen, et puis ensuite c'est une grève générale dans le monde du travail à partir du 13 mai. Mais en tout cas, il faut se rappeler que justement des grèves ouvrières, il y en avait, elles étaient très importantes. Elles ont aussi servi de référence tout au long des événements de mai et juin. On a beaucoup fait allusion à ce qui s'était passé à Caen, à Redon, à Quimper justement. Et Caen, c'est déjà très important au sens où ça synthétise en fait ce qui va faire les enjeux de 68, notamment parce que il y a des affrontements encore une fois très violents avec les gendarmes mobiles et les CRS, et la presse en parle, et souvent en regardant avec une grande bienveillance les jeunes ouvriers qui se mobilisent, sont essentiellement des jeunes qui sont en grève parce que sont des jeunes qui viennent souvent du monde rural, c'est la première génération sociologiquement dans les familles qui arrive dans le monde industriel. Il y a ces délocalisations d'usines dans l'Ouest visent à baisser les salaires par rapport à la région parisienne notamment. Et donc en fait le patronat pouvait imaginer que ces jeunes ouvrières et ouvriers allaient accepter plus docilement et plus facilement ces salaires très bas. Et ça n'a pas été le cas puisqu'il y a eu justement ces moments de grève qui ont duré plusieurs semaines. Et ce qui fait aussi la particularité de ce moment janvier-février 68, c'est que ces ouvriers sont rejoints par des enseignants, des salariés d'autres secteurs, par des paysans et aussi par des étudiantes et étudiants qui viennent leur prêter main forte. Au point que le préfet du Calvados, j'ai regardé aussi beaucoup les archives préfectorales, le préfet du Calvados, qui s'appelle Gaston Pontal, rédige des rapports quasiment quotidiens au ministère de l'Intérieur pour leur dire ce qui se passe à Caen, vous devez l'observer de près parce que ça peut tout à fait se reproduire à une échelle plus vaste, à une échelle nationale, ce en quoi il avait une vision assez prophétique. Mais ce qui nous indique aussi que, c'est trop facile de dire finalement on pouvait prévoir, etc. C'est pas la question, mais c'est que voilà, il y avait quand même une structure de conflictualité sociale qui était intense. Les années 60 ont été vraiment des années critiques à tous égards. Par la constitution d'une conscience critique. Alors ça peut paraître très étonnant. C'est une discussion qu'on peut avoir, parce qu'on n'est pas forcément tous et toutes d'accord sur la question de la peur du chômage, la question de l'emploi. Mais en fait, on pourrait citer, je ne vais pas le faire parce que j'ai vraiment pas le temps, mais on pourrait citer la manière dont on peut documenter
cette question de la peur aussi de l'emploi. On estime à cette époque qu'il y a environ 500 000 demandeurs d'emploi. C'est pas anodin que l'Agence nationale pour l'emploi ait été créée en 1967 et le premier titulaire aussi du portefeuille ministériel secrétaire d'État à l'emploi, c'est Jacques Chirac. Et d'ailleurs, il est appelé par ses détracteurs Monsieur Chômage. Donc en fait, cette question, elle se pose et certains étudiants vont d'ailleurs dire, bien sûr, on ne peut pas comparer notre condition sociale, nous étudiants, parce qu'on sait très bien qu'on est privilégiés globalement. Je vous ai dit, les étudiants, c'est 12% d'une classe d'âge, et on sait que d'un point de vue sociologique, ils sont plutôt issus de milieux plutôt favorisés. À quelques exceptions près, il y a moins de 10% d'enfants d'ouvriers dans l'enseignement supérieur, moins de 6% d'enfants d'agriculteurs. Mais ces étudiants disent, en fait, il y a une question qui nous est commune parmi bien d'autres, c'est la peur de ne pas trouver d'emploi à la hauteur de nos qualifications nouvelles. Et c'est le cas aussi pour le monde ouvrier, pour ces jeunes qui ont des diplômes, qui ont des qualifications et qui se retrouvent sur des postes d'OS, d'ouvriers spécialisés. Et d'ailleurs, vous voyez, ça c'est une banderole de la CGT le 1er mai 1968 qui insiste sur cette question du chômage, des licenciements. Donc voilà, déjà une multiplication de mouvements sociaux dont les agriculteurs qui, lors d'une grande journée d'action le 8 mai 68, vont se mobiliser notamment dans l'Ouest, venir manifester dans les principales villes de l'Ouest avec des tracteurs. Voilà, il y a cette dimension qui va aussi favoriser le terrain de la grève générale à partir de mai. Et bien sûr, comment ne pas évoquer cette dimension internationale. Je ne vais pas pouvoir revenir dans le détail sur ce que j'ai essayé de montrer dans le livre, à savoir les circulations transnationales, l'importance de l'internationalisme en 68. C'est-à-dire, c'est pas seulement un événement mondial, mais c'est vraiment aussi un événement qui est internationaliste au sens d'une conscience des solidarités nécessaires, aussi bien par l'opposition à la guerre du Vietnam. Je vous ai mis ces deux photographies en parallèle, évidemment, pour rappeler la concomitance des deux mouvements. Donc, l'opposition à la guerre du Vietnam, elle parcourt le monde. C'est-à-dire que, bien sûr, on a surtout en tête ce qui se passe sur les campus états-uniens, mais il faut se rappeler que ces mobilisations, elles ont lieu à Tokyo, à Bruxelles, à Milan, à Berlin. Bien sûr, la première grande manifestation de 68, c'est en février 1968 à Berlin-Ouest, avec des mobilisations de plusieurs dizaines de milliers de jeunes, en particulier, qui viennent un peu partout en Europe contre la guerre du Vietnam. Mais on a aussi ces mobilisations à Dakar, à Alger, à Istanbul, à Téhéran, à Ankara. Donc une mobilisation qui est vraiment internationale et qui circule, voilà, dont les références circulent. Il y a des personnes qui circulent, mais aussi des textes et des pratiques et des expériences. Et puis, parallèlement, le printemps de Prague, donc avec l'espérance d'un socialisme démocratique tel qu'il se dessine en Tchécoslovaquie en 68. Donc, au fond, cette photographie prise à Columbia en 68, avec ce rapport de force à la fois physique, sociale et politique qu'on retrouve sur cette photographie, c'est quelque chose qu'on peut trouver un peu partout, avec, y compris, des circulations par la presse. Et ça, c'est par exemple la une du journal La Montagne le 4 juin 68, et c'est vraiment pleine page dans La Montagne, les étudiants italiens en colère. C'est-à-dire aussi cette conscience de ce qui se passe ailleurs, notamment les occupations d'universités qui avaient commencé dès 1966 dans un grand nombre d'universités italiennes, avec des pratiques de contre-cours, d'universités critiques. Donc tout ça, en tout cas ces expériences-là sont présentes dans les consciences, et évidemment on ne peut pas ne pas citer ce qui se passera, enfin, tout ce mouvement de grève et d'opposition, notamment étudiante au Mexique, qui débouchera sur le massacre de Tlatelolco, donc sur la place des Trois Cultures à Mexico. Et pour y être allé justement à l'occasion de la commémoration en septembre-octobre, en fait, j'ai pu mesurer à quel point, beaucoup plus encore qu'ici, 68 est présent vraiment dans l'espace physique, politique de la ville même de Mexico. C'est vraiment un traumatisme important, et en fait les personnes qui avaient participé à ce rassemblement Place des Trois Cultures viennent pour certaines en parler, lire des textes, dire des poèmes en mémoire des dizaines, on ne sait pas exactement combien, des dizaines de personnes qui ont été assassinées sur cette place le 2 octobre. Donc ce qui a fait
ce qui a fait, oui, je sais, mais je vais essayer de tracer. Ce qui a fait, c'est toujours les introductions qui sont les plus importantes, au fond, après on peut se passer du développement. Ce qui a fait évidemment le liant, enfin ce qui a fait que justement il y a de l'événement, et voire de l'événementialité, pour employer un gros mot, en 68. C'est ça, c'est ce genre d'images comme les photographies du Nouvel Observateur, voilà, c'est-à-dire la répression policière. Si dans un premier temps les choses sont plutôt circonscrites au quartier universitaire de certaines villes dont Paris, en fait l'indignation est telle qu'il y a cet appel à la grève générale le 13 mai, en tout cas pour 24 heures de la part des syndicats. Là, vous ne pouvez pas distinguer ce dont il s'agit, mais c'est pour vous montrer les modalités même de l'extension de l'indignation. En fait, c'est un document, comme on en trouve beaucoup ici, c'est un document que j'ai trouvé aux archives départementales de la Creuse à Guéret. Alors voilà, entre le quartier latin et Guéret, on ne fait pas forcément des rapprochements immédiats, mais en réalité, c'est même pas Guéret, là c'est Pontarion, c'est un canton très rural de la Creuse, et les instituteurs du canton de Pontarion écrivent au Premier ministre Georges Pompidou pour manifester leur indignation à l'égard de la répression policière telle qu'elle se produit à Paris. Et en fait, on ne peut pas à ce moment-là ne pas penser à ce qui s'était produit juste 6 ans auparavant, c'est-à-dire Charonne, voilà, Charonne, mi-février 1962, 9 morts sous les coups et sous le coup de la répression policière, avec une mémoire à double fond dans une certaine mesure, parce que en 68 on se souvient beaucoup de Charonne, et pendant les premiers affrontements avec les forces de l'ordre on entend ces Charonnes, ils vont recommencer. Mais on n'entend pas du tout parler du 17 octobre 1961, c'est-à-dire la manifestation des Algériennes et Algériens à l'appel du FLN à Paris, qui quant à elle a engendré une répression policière massive qui a fait là aussi plusieurs dizaines de morts. On ne saura jamais véritablement combien, comme pour tout secret d'État. Et pour reprendre les termes de l'historien Alain de Verpe, comme pour tout massacre d'État, comme ça a été le cas pour le 17 octobre 61 ou Charonne le 8 février 62. Donc les archives policières que j'ai pu consulter, notamment par exemple les archives de la préfecture de police de Paris, nous permettent aussi de mesurer que les forces de l'ordre sont très mobilisées, que c'est très compliqué de parler de la police comme une entité homogène, parce qu'évidemment rien à voir entre un policier municipal et un gendarme mobile, un garde mobile. Mais c'est très intéressant les rapports entre police et politique à ce moment-là. La police en fait se mobilise et elle est à deux doigts de se mettre aussi en grève, oui, y compris il y a des mouvements dans les RG, etc. Ce qui fait que, ça explique la réaction en quelque sorte à double détente de Maurice Grimaud, qui est préfet de police de Paris à ce moment-là. On parle souvent de Maurice Grimaud pour l'opposer à son prédécesseur, et à juste titre. Maurice Papon, de sinistre mémoire à tous égards, mais donc on dit souvent Maurice Grimaud, finalement, c'était quelqu'un de très humain, de très bonhomme, qui a permis de circonscrire la violence policière. Et c'est vrai qu'il a eu cette lettre circulaire à la fin du mois de mai pour essayer de tempérer ses troupes. Mais ce qu'on voit dans les archives, c'est que il passe pendant tout le mois de mai à féliciter les forces de l'ordre, à les encourager, à leur donner des primes, etc. Et que donc sa réaction, celle qu'on cite le plus souvent, elle est quand même assez tardive. Et il faut se rappeler à quel point 68 a été un événement violent. C'est pas du tout uniquement cet événement ludique dont nous parle une fraction de la mémoire de 68, mais ça a été un moment très violent avec des morts qu'on n'évoque pas suffisamment et dont je dirai peut-être un mot à la fin. Et puis ça nous invite aussi à réfléchir, à partir de ce genre de photographie, on dirait vraiment un général là, qui charge sabre au clair là pour éradiquer les barricades, mais ça nous dit aussi que si on se place sur les barricades du 10 mai, du 24 mai, du 11 juin 68, il y a eu 3 nuits des barricades.
mais c'était pas forcément ce qu'on en a dit a posteriori, c'est dire oh tout ça c'était un jeu quand même, c'était pas très sérieux ces barricades, etc. Mais en fait justement les reconsidérer à l'aune de la violence de l'affrontement, c'est aussi redonner ce champ des possibles qu'évoquait Sartre aux protagonistes, parce que les chemins vraiment historiques étaient ouverts. On pouvait tout à fait imaginer que ces barricades, que ce soulèvement allait conduire un renversement politique, un renversement du régime, et c'est évidemment trop facile de tirer la conclusion inverse a posteriori. Donc voilà, les perspectives étaient très ouvertes et on voit aussi à cette photographie la violence qui était à l'œuvre. Ça nous indique, alors vous voyez, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien. C'est pour vous souligner que dès début mai 68, ce qu'on peut voir grâce aux archives de la préfecture de police, c'est qu'il y a une diversification sociale parmi ces protagonistes. Il ne faut pas attendre uniquement le 13 mai pour voir notamment le monde ouvrier, le monde des employés se mobiliser. Voilà, au premier jour de mai, il y a des ouvriers en bâtiment, typographes, tourneurs, il y a des fraiseurs. Voilà, je vous donne juste une journée, mais on pourrait reproduire ces exemples avec une amplification. Et puis des précisions de sources policières, puisque par exemple on a, vous voyez, des employés de restaurants, chefs de rang à la Bouteille d'Or, quai de Montebello, voilà. On a des coursiers, des plongeurs de restaurants, des vendeurs, des tapissiers, des charcutiers, voilà. C'est un peu à l'image de 68. Quand je vous disais 10 millions de personnes qui se mobilisent, ça veut dire c'est pas le schéma binaire étudiant-ouvrier. Voilà. Mais il y a une sociologie qui est extrêmement complexe et extrêmement diverse, à laquelle on peut croiser aussi une dimension très internationale, parce que j'évoquais l'internationalisme. En fait, on pourrait presque parler d'un internationalisme intérieur ou domestique, dans la mesure où beaucoup de personnes qui n'ont pas la nationalité française se mobilisent au prix de grands risques, évidemment. Donc là, vous voyez beaucoup d'ouvriers algériens, marocains aussi, mais des gens qui ont des nationalités extrêmement diverses, et toujours avec cette précision parfois perplexe des archives policières, enfin des documents policiers, comme par exemple pour cet artiste peintre japonais, et sa fiche de police nous précise qu'il est cubiste, ce qui semble encore accentuer cette perplexité ou cette inquiétude de la part de ceux qui sont chargés de rédiger ces fiches. Et ça conduit d'ailleurs à rappeler que des solidarités à cet égard, il y en a eu beaucoup en 68, parce que en fait tous les étrangers qui participaient aux grèves, aux manifestations, en particulier les OS originaires du Maghreb, qui se sont parfois mobilisés en tant que tels, en demandant notamment l'égalité des conditions de travail, l'égalité des salaires, des questions de dignité aussi ouvrière, ont été menacés d'expulsion, et beaucoup l'ont été. Il y a eu plusieurs centaines d'expulsions au mois de juin 68, et aussi des mobilisations pour les empêcher. Au point que d'ailleurs il y a eu des tracts, des pancartes, des journaux qui ont été rédigés en plusieurs langues au cours de la mobilisation, en arabe, en italien, en portugais, en polonais, en espagnol, je sais plus ce que je dis. Donc, évidemment, il y a cette grande mobilisation du 13 mai 68, c'est-à-dire à l'appel de la plupart des confédérations syndicales sur deux points essentiellement, c'est-à-dire d'une part la répression policière, l'indignation face à la répression policière, et d'autre part la politique jugée autoritaire et on dirait aujourd'hui antisociale du général de Gaulle. Mais c'est une grève de 24 heures, c'est ce qu'on appelle une grève carrée, cet appel. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas eu ce nombre d'appels à la grève générale, on le souligne très souvent, mais c'est en fait cette reconduction de la grève, elle a été très largement spontanée. Et en fait cette occupation des lieux de travail, comme je le disais rapidement en introduction, elle a ouvert aussi un champ de discussion qui ont fait émerger des questions qui sont profondément politiques, qui sont sociales, mais qui sont aussi profondément politiques. Avec, comme vous voyez sur cette photographie, en fait, tout un agenda des discussions, des assemblées générales, des bals, etc., qui permettent aussi d'éviter de faire le départ comme ça entre d'un côté des revendications supposément matérielles,
et de l'autre des revendications qui seraient plus politiques. Souvent on a tendance à dire qu'il y avait en gros la CGT ce qui n'est pas faux en soi, mais la CGT qui revendiquait plutôt des hausses de salaire, des diminutions de temps de travail, la baisse de l'âge de la retraite, etc. Et de l'autre, d'autres organisations, notamment organisations syndicales comme la CFDT de l'époque, qui avaient une perspective plus politique. Et de fait, la CFDT posait des questions comme l'autogestion, c'est-à-dire remettait en cause le dispositif même des relations de travail, des conditions de travail et des rapports de production. Et pour autant, en fait, ce clivage, il est moins tranché qu'on ne veut bien le dire dans cette binarité-là, parce que c'est dans le déploiement même de la grève et de l'occupation que deux questions très pratiques et importantes, parce que comme je vous le disais, les salaires sont très bas, à l'époque beaucoup de salaires sont très bas, on en arrive à discuter justement des contremaîtres, de la hiérarchie, des conditions de travail dans leur dimension plus subjective, et on en arrive à poser aussi des revendications qu'on va dire plus radicales dans le sens strict du terme, c'est-à-dire qui vont à la racine vraiment du système et des rapports de production. Ça a conduit d'ailleurs à certains endroits, rares bien sûr, mais à une pratique relativement autogestionnaire, très limitée, mais on a pu parler de la commune de Nantes, puisque là, l'intersyndicale a occupé l'hôtel de ville de Nantes, et comme vous voyez ici, a diffusé des bons d'essence, a en fait organisé aussi des collectes pour ravitailler les grévistes, les familles de grévistes, entre autres, dans les quartiers populaires de la ville. Et d'ailleurs, Nantes a été un lieu où la question politique s'est posée à plein. Le monde ouvrier, le monde agricole, le monde étudiant se sont en fait vraiment retrouvés. Et là, vous voyez, sur cette pancarte, on a rebaptisé la place royale, place du peuple. Ça plairait à certains courants politiques aujourd'hui. Donc il y a eu aussi toute cette pratique de la nomination, de la renomination, des manières de renommer des amphis, Che Guevara, etc. Ou voir Daniel Cohn-Bendit, pas Gabriel. Finalement, je me demande si Gabriel n'a pas eu un rôle plus important que Daniel Cohn-Bendit, mais ce serait toute une autre histoire, d'où mon lapsus. Et puis voilà, des agriculteurs, là aussi très présents à Nantes. Le moment est venu, Pompidou, de nous redonner les sous que tu nous as piqués, qui viennent là aussi avec leur tracteur. Je vous ai parlé d'une sociologie extensive de 68. Il faudrait aussi parler d'une extension des cultures à l'œuvre en 68. C'est-à-dire que, là, c'est l'exemple d'un évêque. Il y avait plusieurs évêques qui prennent position en faveur de la grève, mais beaucoup de prêtres également. Et donc, il y a tout ce monde du christianisme social, du catholicisme progressiste, qui s'engage en 68 avec des discussions parfois très virulentes contre la hiérarchie ecclésiastique pour certains, et il y a aussi tout le courant des prêtres ouvriers qui reste encore très présent. Et puis on a des courants qui sont plus rouges que rouges dans ce monde-là, et qui sont très très présents. Et là aussi, les archives policières nous montrent bien, parce que par exemple les renseignements généraux pointent du doigt avec une certaine inquiétude ces aumôniers, ces séminaristes, ces prêtres qui accueillent des comités de grève, des comités d'action parfois extrêmement virulents dans leur église ou dans leur salle paroissiale. Donc 68, c'est un mouvement. Cette photographie le dit bien dans une certaine mesure, une photographie de Jean-Pierre Terre. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique, il y a aussi une place à accorder au corps politique. Voilà, au corps, mais vraiment entendu dans le sens de l'incarnation politique de ce moment, que l'on voit avec des choses qui pourraient nous apparaître banales aujourd'hui, mais qui n'étaient pas du tout à l'époque. Les sit-ins. Les sit-ins, c'est déjà une pratique subversive en soi. De s'asseoir comme ça, de prendre place dans tous les sens du terme. Et c'est aussi cette volonté d'émancipation, de libération qui a été le propre de ce moment. Et comme vous voyez aussi sur cette photographie, des archives que j'ai retrouvées dans ma propre université, la présence des femmes. Et donc, comme je le disais aussi rapidement tout à l'heure, les femmes ont été extrêmement actives, agissantes. Elles ont été parmi les protagonistes à la fois les plus importants, mais aussi les moins visibles, en tout cas dans la mémoire. Donc c'est aussi important de souligner leur rôle, aussi bien dans les usines, le fait que, par exemple, j'étais allée aux archives départementales de Vendée. Alors on pourrait se dire là aussi, a priori, la Vendée n'est pas forcément l'avant-garde, le bastion
bastion révolutionnaire, de la révolution mondiale, mais en fait, il y a vraiment des pratiques d'occupation dans certaines usines de Vendée où les femmes sont très présentes, en particulier, donc par exemple ici vous voyez chez Big Chief qui est une usine textile, la main-d'œuvre est à 90% féminine, elles plantent leurs tentes à l'intérieur de l'usine, elles participent à l'occupation, c'est elles qui animent l'occupation. Et on peut le voir dans bien des secteurs, des services publics comme les chèques postaux, les hôtesses de l'air d'Air France, par exemple, qui sont très mobilisées. Je cite cet exemple pour évoquer le fait que, vous voyez, des revendications qui peuvent apparaître extrêmement matérielles sont aussi des revendications politiques. Exemple dans les cahiers de revendications, qu'elles appellent d'ailleurs cahiers de doléances. Voilà. À Air France, elles disent « nous ne voulons pas de primes ». Elles disent « nous ne voulons pas de primes ». Et c'est aussi intéressant par rapport à ce qui nous a été proposé par le président de la République sur les primes d'activité et les primes de fin d'année, parce qu'elles disent « nous ne voulons pas de primes, les primes nous divisent, les primes nous mettent en concurrence, nous mettent en compétition, etc. Nous voulons des augmentations de salaire ». Et je trouve que ce type de revendication, c'est justement une revendication qui en soi pose des enjeux politiques au sens de comment on fait du commun, comment on réfléchit à la distribution des places sociales. Et donc, comme vous le voyez, là, il y a des femmes, beaucoup de femmes, dans les magasins aussi, les magasins occupés. Parfois même, elles subvertissent les rôles de genre. Alors, il y a évidemment beaucoup de limites à ce moment-là, mais y compris en participant au service d'ordre des manifestations. Et donc elles ne peuvent pas être réduites aux images allégoriques finalement, la fameuse image de Caroline de Bendern que vous voyez ici, très célèbre, qui porte le drapeau du Front National de Libération nord-vietnamien. Voilà, ce ne sont pas que des allégories, ce ne sont pas que des Marianne de 68, ce ne sont pas que des porte-drapeaux, mais elles sont véritablement des protagonistes à part entière. Et je ne sais pas si vous connaissez cette femme, cette image, vous pouvez retrouver facilement sur YouTube ce petit film qui dure 10 minutes. C'est la reprise du travail aux usines Vondair le 10 juin 1968. Pour moi, c'est vraiment l'incarnation justement de 68. Beaucoup plus que Daniel Cohn-Bendit, qu'on voit sur toutes les unes de magazines quand il s'agit de commémorer 68. C'est Jocelyne, et en fait, elle est ouvrière aux usines Vondair. Et en fait, dans ce film, elle pleure parce qu'elle ne veut pas rentrer. Il vient d'y avoir un vote très légèrement majoritaire en faveur de la reprise du travail. Et en fait, elle crie. Et elle dit « je ne rentrerai pas dans cette tôle ». Et elle explique voilà, qu'on est dégueulasse parce qu'elle travaille ce qu'on appelle au charbon dans cette usine, c'est-à-dire elle remplit les piles de manganèse, etc. Et c'est à la fois très toxique, c'est très sale. Donc à cette occasion, il y a aussi un effet de révélation de ces conditions de travail. Et c'est vraiment le cri de 68. Et pour moi, vraiment, cette femme qu'on n'a jamais retrouvée, il y a eu un très beau film d'Hervé Leroux, tourné en 96-97, qui s'appelle « Reprise ». Hervé Leroux a fait un documentaire pour essayer de retrouver cette femme. Et on a retrouvé que son prénom, on n'a jamais réussi à avoir sa trace, mais cette femme, à mes yeux, elle incarne véritablement 68, qui vient briser ceci, hein, vous voyez, parce qu'à l'époque, non-mixité des établissements scolaires, une double morale qui joue à plein, morale sexuée, sexuelle, les femmes doivent protéger leur virginité, répondre absolument à des injonctions de genre. Bon, elles n'ont pas l'air tout à fait malheureuses sur cette photographie, mais enfin... Et en fait, il faut aussi se rappeler à cet égard que les organisations... Tu me donnes combien 5 5 Génial. D'accord, voilà. Si tu me dis ça, je vais en profiter. Non, j'ai bien conscience qu'il faut pouvoir... il faut savoir terminer une intervention. Dès que satisfaction a été obtenue, disait Torres quand même, il faut toujours citer la fin. Oui, le Parti communiste, ça c'est quand même assez frappant, c'est le Parti communiste français, en mai 68, son bulletin d'adhésion porte sur la fête des mères. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, y compris dans certaines organisations de gauche, comme c'est le cas du PC, il y a toujours quand même l'assignation des femmes à être avant tout des mamans, voilà, des mères ou des épouses de grévistes. Et en fait, cette forme issue de la tradition patriarcale
Et cette forme de sexisme, on la retrouve y compris chez les plus révolutionnaires des révolutionnaires, quoi, c'est-à-dire notamment les situationnistes. L'international situationniste, Debord, Weinegem, etc. En fait, dans leur détournement de bande dessinée, enfin, ils ne se posent pas du tout cette question-là. Ils se posent plein de questions sur l'émancipation, la fin de toutes les dominations, mais pas du tout celle de la domination masculine. Alors là, je vous ai mis une image plutôt soft, hein, mais en tout cas, c'est sur la femme, souvent dans son plus simple appareil, qui est avant tout une bombe sexuelle. Et voilà, je n'aurais jamais dû épouser un ministre, je file dans une usine en grève. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, elle va aller dans une usine en grève, pas spécialement pour y participer à l'élaboration politique, mais plutôt parce que elle suppose que les hommes, ils sont très virils et très performants à tous égards. Et voilà. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que le pouvoir utilise ces injonctions de genre. Par exemple, dans cette affiche des comités de défense de la République, les femmes de France. Alors là, il faut prendre une voix douce en fait pour lire cette affiche, surtout quand on est une femme. Les femmes de France adressent un appel solennel afin que chacune fasse entendre sa voix, la voix du bon sens, du courage, de l'amour, contre celle du désordre et de la haine. Unissons-nous pour la raison et pour la paix, dans le calme et le travail. Voilà. Et donc, il y a vraiment cette idée que les femmes, c'est comme si elles étaient niées en tant que participantes à la grève, qu'elles étaient forcément là pour être dans la sollicitude et dans la pacification des relations sociales. Alors, bon, je vais terminer. Il y aurait des milliards de choses à dire, mais heureusement, c'est Olivier qui va les dire. Les autres millions d'autres choses. C'est la question de la révolution qui se pose. Bon, évidemment, est-ce que 68 a été une révolution ? Non. Enfin, c'est-à-dire, en tout cas, prudence, pas au sens historique, politique, classique, c'est-à-dire ça n'a pas débouché sur un changement de régime, les institutions de la Ve République n'ont pas été ébranlées, le gouvernement lui-même n'a même pas changé, et comme on le dit souvent, ça a été un raz-de-marée électoral pour De Gaulle, ce qui n'est pas exact, parce que les élections législatives décidées par le général de Gaulle le 30 mai, après la dissolution de l'Assemblée nationale, ont vu toutes les droites remporter 48% des voix, des suffrages exprimés, mais en effet 82% des sièges à l'Assemblée nationale, du fait à la fois des découpages de circonscriptions, mais aussi du scrutin et de son fonctionnement. Sans aucune dose de proportionnel. Donc, c'est pas le raz-de-marée attendu, mais en même temps, en tout cas, c'est pas le raz-de-marée qu'on évoque souvent, mais en même temps, c'est le clivage gauche-droite qu'on retrouve dans ces élections, c'est tout à fait normal. En revanche, je pense que la question de la révolution, elle s'est beaucoup posée en 68, et ceci dans tous les milieux, c'est-à-dire aussi bien dans ceux qui se revendiquent de l'héritage de la Révolution française, ici à Nanterre, le comité des enragés de Nanterre. Les enragés, c'était en référence à Jacques Roux, tout le groupe qui critiquait Robespierre en estimant que la Révolution n'allait pas assez loin en termes d'égalité sociale, que dans des groupes bibliques, vous voyez, dans des milieux catholiques qui parlent de la révolution permanente, dont le groupe biblique universitaire de Paris, alors c'est pas forcément une allusion à Trotsky, à la révolution permanente, mais quand même. Et puis même les renseignements généraux, voilà, ici c'est à Saint-Étienne, parlent d'une France tout entière ébranlée par une révolution. Et Michel Rocard, qui ensuite a un peu modifié ses perspectives politiques, mais en 68, il parle vraiment d'une révolution. Hein. Donc Rocard, à cette époque, il est l'un des dirigeants du Parti socialiste unifié. Et en fait, le Parti socialiste unifié dit pouvoir ouvrier, donc pouvoir étudiant, pouvoir paysan, donc pose la question d'un socialisme ici et maintenant, par le biais d'une prise de pouvoir à l'échelle locale et nationale dans une perspective autogestionnaire. Alors, ce qui est beaucoup posé, c'est la question de la démocratie. C'est-à-dire, quelles sont les formes possibles de démocratie ? Est-ce que la seule voie possible de la démocratie, c'est la démocratie représentative, la démocratie d'assemblée ? Et à cet égard, ça fait ressurgir des questions qui s'étaient déjà posées, par exemple, en 1848, lors de la Révolution de 48, comme l'a bien montré le politiste Samuel Hayat, dans un ouvrage qui s'appelle 1848, quand la République était révolutionnaire, où il y avait vraiment deux chemins, le chemin de la démocratie représentative et le chemin de la démocratie directe que revendiquait et auquel aspirait tout un courant du mouvement ouvrier de cette époque. Bon, en 68, la question se pose aussi comme ça, sur le mode aussi du pouvoir ouvrier, c'est-à-dire là où on est, pourquoi est-ce qu'on n'exercerait pas la prise de décision ?
avec alors, certains, voilà, des questions qui sont soulevées, notamment du côté de la CFDT, du côté du PSU, du côté de certains groupes de la gauche radicale et révolutionnaire. C'est-à-dire on part de questions comme la réduction du temps de travail, l'échelle mobile des salaires, mais après on en arrive du coup à, bah oui, mais pour obtenir tout ça, comment on peut faire ? Donc il faut poser la question du contrôle ouvrier, l'ouverture des livres de compte. Donc ouvrir les livres de compte, c'est justement mettre au jour le fonctionnement même des entreprises, le droit de veto sur l'embauche et les licenciements, la suppression du secret bancaire. Donc autant de perspectives qui, comme je le disais tout à l'heure, sont radicales au sens où elles vont à la racine, elles se posent des interrogations fondamentales. Et pour terminer sur la question du réel, de l'utopie, pour reprendre des expressions notamment forgées par Michel Rio-Sarcey, entre autres, c'est-à-dire à la base des comités d'action, des comités quartiers qui se réunissent et qui réfléchissent à ces questions-là. Par exemple, si on abolissait la publicité, si on abolissait l'économie concurrentielle, la monnaie, etc., et qui essaient de tracer la perspective que de telles décisions ouvriraient. Donc en fait, c'est vrai que des questions majeures se posent à cet égard. Donc là, il ne faut pas que vous regardiez parce que c'est tout ce que je n'ai pas dit. Ce que j'avais donc... si vous regardez, ça veut dire que c'est vraiment raté parce que ce petit topo, parce qu'il y a à peu près la moitié des choses que j'ai pas dites. Voilà. Mais quand même, juste, voilà, vraiment, je termine. Pour dire que 68, ça a été aussi un moment poétique et politique, c'est-à-dire que la poésie, au sens très large, au sens d'une création, un poiène en grec, la création, la créativité, l'acte même de créer. Ça a été très fort en 68, des ouvriers qui ont peint des fresques, comme c'est le cas ici à Sochaux, sur les murs de leur usine. La question qui était posée de l'art pour toutes et pour tous, d'ouvrir justement cette perspective créatrice. Il y a des danseurs et danseuses de l'Opéra de Paris qui se sont mobilisés pour la première fois de leur histoire, qui ont dit mais voilà, il faudrait que la danse soit posée comme une question politique parce que c'est une libération des corps, c'est une manière de s'émanciper de corps qui sont parfois trop oubliés dans le quotidien de nos vies de travail, etc. Bien sûr, les écoles des beaux-arts qui se sont transformées en ateliers populaires. J'aime beaucoup cette photographie parce que là, les affiches sèches, bien sûr, elles se reposent avant de recouvrir les murs des villes. Voilà. L'importance aussi de la référence historique, comme je le disais tout à l'heure, avec cette question, est-ce que finalement il faut reproduire quelque chose qui ressemblerait au Front populaire ou est-ce qu'il faut aller plus loin parce qu'au fond le Front populaire dans une certaine mesure s'est achevé sur une défaite. Donc je termine vraiment plutôt sur la manière de faire rejouer 68 depuis. On a beaucoup utilisé l'imaginaire visuel de 68 par exemple avec la fameuse ombre tutélaire de De Gaulle, Sois jeune et tais-toi, qu'on a revu pendant le CPE, qu'on a revu avec Sarkozy, qu'on a revu encore récemment. À l'inverse des récupérations politiques de ce visuel de 68, avec par exemple la Manif pour tous, le Printemps français qui a osé reprendre des affiches de 68, mais pour leur faire dire exactement l'inverse de cette perspective émancipatrice que l'événement dessinait. Et puis évidemment ce qui s'est passé en 2018, avec non seulement la grève des cheminots, mais aussi les occupations de certaines universités qui ont posé cette question de 68-2018, ils commémorent, on recommence. Et ce qu'on voit récemment, c'était assez frappant, on pourrait multiplier les occurrences, il y en a des dizaines. Par exemple, voilà, ne pas avaler. Finalement, ne pas avaler, même si ce n'est pas un slogan qu'on a retenu à propos de 68, il me semble que c'est quelque chose qui a été structurant en 68. Ne pas avaler, c'est-à-dire qu'on arrête d'avaler. On arrête d'accepter passivement ce qui nous est dit d'une manière autoritaire et parfois arbitraire par les différents pouvoirs. Pas de retour à la normale, voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on a pu retrouver récemment et qui, voilà, la question est posée, est-ce qu'il va y avoir ou non un retour à la normale? Voilà, l'avenir est ouvert. Voilà, je suis désolée d'avoir été longue. Bien, bonjour. Merci de m'avoir invité à présenter cette recherche collective.
Je vais essayer de me connecter, vous allez voir que je ne suis pas très bon en... Je dois avouer que je suis un peu impressionné par... Quand même, l'image de Fantomètre terrassant le dragon de l'ignorance. On va essayer d'être à la hauteur. C'est ce que tu vas faire. Ouais. Voilà. Bien, alors, est-ce que ça marche? Ouais. Donc, je vais vous présenter les résultats, enfin pas les résultats, je vais vous présenter une recherche collective qui s'est achevée il y a peu de temps et qui a fait l'objet de plusieurs publications. C'était le produit d'un projet ANR, un projet blanc. Donc, je ne vais pas tout détailler, mais ce qui est important de retenir, c'est que c'est une grosse équipe, une trentaine de personnes, sur l'ensemble un peu plus, mais disons en permanence une trentaine de personnes mobilisées, de différents statuts, depuis des titulaires, des vieux crabes comme moi, jusqu'à des jeunes doctorants et doctorantes, et avec une étendue dans le temps aussi assez considérable, puisque c'était un projet ANR donc limité à 3 ans, on a travaillé en fait pendant 4 ans. Donc c'est un travail d'ampleur, ne serait-ce que par le dispositif, si vous voulez, le nombre de personnes mobilisées, et le travail colossal qui a été fourni. Après, ce qu'on en a fait, c'est pas vous d'en juger, mais je crois qu'il est important de souligner ça. Et puis, juste très rapidement sur la manière dont s'est organisée l'équipe, si vous voulez, on pourrait revenir dans les questions. On avait un dispositif assez simple, avec deux types d'articulation. On avait 5 villes, je vais y revenir, on a travaillé sur 5 villes de France, hors Paris. Donc ça voulait dire 5 équipes locales, avec des chefs d'équipe locales qui étaient responsables de l'ensemble de l'enquête sur leur terrain. Et puis on avait aussi une enquête qui s'est déroulée sur ce qu'on appelle des familles militantes, 3 familles militantes, c'est-à-dire 3 univers militants, les gauches radicales, ou les gauches alternatives, ou les gauchistes selon le vocabulaire que vous préférerez, donc les partis d'extrême gauche, y compris le PSU, c'est pour ça qu'on parle de gauche alternative, les mouvements féministes dans toutes ses composantes, et le mouvement syndical réduit, limité, si vous voulez, au mouvement, disons, ouvrier, c'est-à-dire la CGT et la CFDT dans les 5 villes, et dans certaines villes, FO. Par exemple, à Marseille, FO, évidemment, n'était pas question de travailler sur la fois à Marseille, puisque FO, à Marseille, n'avait rien d'un syndicat ouvrier, une sorte de syndicat jaune, patronal, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, en gros, donc on a aussi 3 chefs de famille, comme on les appelait, qui étaient responsables de manière transversale de l'enquête pour la famille dans les 5 villes. Donc ce croisement permettait en quelque sorte d'assurer, je crois que c'est un des succès du projet, mais un des succès du projet, je crois vraiment, c'est d'avoir réussi, au prix de nombreux efforts et de beaucoup d'engueulades entre nous, bien sûr, mais d'avoir réussi à tenir pendant 4 ans la même conduite du projet, avec la même temporalité dans la réalisation des tâches et dans les rendus. Donc on a fait à peu près la même chose dans les 5 villes en même temps. Ce qui est un énorme challenge, mais je crois que ça, on y a réussi, notamment grâce à cette organisation un petit peu militaire. Alors, la question qui est au cœur de cette recherche, je pense que ce n'est pas la peine d'y insister trop, ça va un petit peu de soi, c'est assez simple à comprendre, c'est la question des conséquences biographiques de l'engagement. Donc, si vous voulez, le point de départ, c'est tout simplement de constater que lorsque, vous voyez bien que les Gilets jaunes aujourd'hui, avec tous les mouvements auxquels éventuellement vous avez participé dans le passé, les mouvements étudiants, etc., lorsqu'on participe à une mobilisation d'ampleur dans laquelle on s'implique, lorsqu'on subit de la répression éventuellement, etc. Bref, lorsqu'on participe à des événements politiques d'ampleur, il y a toutes les chances que cela ait des effets socialisateurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors c'est facile à dire, ça tombe sous le sens, de manière, reste après à trouver les moyens, évidemment de manière rétrospective, de reconstruire tous les chemins par lesquels les socialisations individuelles ont été impactées atteintes par des événements socialisateurs. Et donc comment on peut, en gros, véritablement identifier des éléments socialisateurs qui viennent de l'événement et pas d'autre chose. Donc là, ça devient très très compliqué en réalité. C'est une question simple, mais qui est redevable d'un dispositif d'enquête qui ne peut pas être simple, parce que c'est impossible, sauf évidemment à affirmer des choses qu'on ne peut pas prouver. Donc l'objectif c'était ça. Essayons de trouver un moyen d'élaborer des preuves des effets socialisateurs de l'événement.
Et on a décidé de travailler sur les ex-68 arts, sur les 68 arts, pour de nombreuses raisons. D'abord parce que c'était les intérêts des uns ou des autres. C'était pas du tout lié c'était en 2013, on a commencé en 2013, donc c'était pas du tout lié à la commémoration, on ne pensait même pas, c'était très lointain. C'est bien tombé, on ne va pas s'en plaindre d'une certaine manière, mais c'était vraiment plutôt parce que on avait bien conscience, quand on a commencé à réfléchir, le petit groupe qui a commencé à réfléchir sur l'élaboration du projet, on avait bien conscience qu'il nous fallait une population qui avait été impactée par des événements majeurs, pas une petite mobilisation, au niveau national, et qui serait, je vais y revenir, vous allez voir pourquoi, qui serait aussi au moment où on démarre l'enquête, entre guillemets, en fin de vie. Ça ne veut pas dire en fin de vie biologique, mais en fin de vie professionnelle, des gens qui vont passer à la retraite, des gens qui aussi, du point de vue de leur vie affective, ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils se sont mariés, ils ont des enfants, ils ont divorcé, etc. Et donc des gens qui arrivaient, d'une certaine manière, au bout de leur cycle de vie. Oui, il faut dire comme ça, au bout de leur cycle de vie, non mais là c'est la fête, c'est bientôt notre tour, donc, au bout d'un cycle de vie, parce que notre ambition était justement, voulant mesurer les conséquences biographiques de l'engagement, notre ambition était de pouvoir, porter le regard sur des vies qui se terminent, des vies actives qui se terminent. Bon, je passe, ça devient tout à fait glissant. Cette question des conséquences biographiques de l'engagement, j'avais commencé à m'y intéresser, à y réfléchir il y a longtemps, au début des années 2000. Et notamment, on avait avec un collègue, Christophe Broca, qui est anthropologue, sur une enquête sur le mouvement de lutte contre le sida, fait un tout petit livre, qui est vraiment un tout petit machin, à partir de deux portraits, donc purement qualitatifs, où on essayait de se poser la question de savoir ce que l'engagement dans la lutte contre le sida, dans la militance sida, avec aussi la question d'entrer dans la maladie éventuellement, etc., pouvait avoir comme effet socialisateur. Donc c'est de là qu'est parti, si vous voulez, ce souci de travailler là-dessus. Ensuite, il y a eu en 2005 un livre collectif issu d'un colloque sur le désengagement militant, qui évidemment, c'est une autre entrée, mais évidemment, vous voyez bien à quel point ça recoupe. Et puis, je ne fais que m'y réfère parce que vous pourrez le lire, je crois qu'il est sorti là, il va sortir, ce livre qui donc vient de sortir, je crois, Activist Forever, à Cambridge University Press, qui est un livre collectif que j'ai co-dirigé avec Eric Neveu, et dans lequel vous pourrez trouver, disons, toute la discussion théorique sur le lien avec l'interactionnisme, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans, sur la notion de carrière militante, bref, c'est des choses, mais tout ça pour dire que c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, que s'inscrit la recherche. Alors nous avons produit, à l'issue du projet, un petit peu dans l'urgence, malheureusement, à cause de la commémoration, une série de livres. Ça n'est pas fini, donc il y a ce premier livre qui est sorti, qui a été montré tout à l'heure, qui est un trop gros livre, il est pas mal quand même, mais c'est quand même un trop gros livre de 1300 pages, qui est en quelque sorte le compte-rendu de l'analyse des entretiens type récit de vie que nous avons menés, d'accord ? Et donc c'est tout le matériau biographique qui est là mobilisé avec une organisation par famille militante. Bon. Ensuite, nous avons décidé que chacune des villes, puisque vous avez compris, il y a une équipe par ville, chacune des villes était responsable, donc c'est en dehors en quelque sorte de l'organisation militaire du projet, chacune des villes était invitée, et chacune va le faire, à produire un livre d'histoire sociale, on pourrait dire, sur la ville ou le département sur lequel on avait travaillé. Et vous allez voir pourquoi c'est important et quelle dimension ça a pris dans le projet finalement, cette dimension histoire sociale. Donc il y a le livre sur Marseille qui est sorti au moment de la commémoration, là. 1 ou 2 mois avant, le livre sur Lyon est sorti, vous avez peut-être vu ça, je ne sais pas, je vous mets ça c'est les 2 livres qui sont sortis pour l'instant. Il y en a un qui va sortir très très bientôt sur les années 70 à Nantes, et puis les 2 autres, on pourrait dire, sont encore dans le tuyau, mais normalement il devrait y avoir un livre par ville. Et donc, en réalité, on ne peut pas lire le livre d'Actes Sud sans lire les autres livres. Voilà. Donc autant de rien lire. Hein. Alors, je vais passer sur parce que Ludivine, dans son introduction, a très clairement, très bien rappelé tous les mythes qui circulent sur mai 68, toutes les interprétations surajoutées de commémoration en commémoration. Et qu'on peut résumer très vite, je reprends une journaliste qui avait utilisé cette métaphore du théâtre classique, qui est très parlante. Mai 68, dans la tête du public, des journalistes et de ceux qui commémorent,
et des anciens militants qui se sont érigés en porte-parole. C'est une unité de lieu, le quartier latin à Paris, c'est une unité d'action, les étudiants, et c'est une unité de temps, mai-juin 68. Voilà. Donc contre cela, contre cette vulgate, si vous voulez, je passe vite parce que je pense que c'est clairement établi, contre cette vulgate et contre l'idée aussi, c'est ce que j'avais appelé l'effet Clérazille dans le bouquin de 2005 là, sur les engagements militants. Vous voyez, Clérazille, c'est ce que, enfin moi en tout cas j'utilisais quand j'étais ado il y a 40 ans pour me débarrasser de l'excès de sébum. Et donc l'effet Clérazille, c'est quoi? C'est voilà, c'est toujours des révoltes adolescentes et puis avec l'âge les raideurs se déplacent et donc après on se calme. C'est voilà, tout ce discours-là. Donc contre tout cela, nous voulions une enquête qui permettait de se débarrasser de ces a priori, de ces mythes. Et c'est pour cela que nous avons décidé de travailler sur des métropoles régionales, de laisser de côté Paris. C'est pour une autre raison sur laquelle je reviendrai brièvement, c'est qu'on voulait véritablement faire une cartographie, au sens le plus plein du terme, des villes sur lesquelles nous travaillons. Et sur Paris, c'était trop immense, c'était absolument inatteignable. Alors que sur une ville comme Marseille ou Lyon, on pouvait espérer, même si ça a été très difficile et plus long que prévu, on pouvait espérer faire le tour de ce qu'avaient été les années 68, c'est-à-dire depuis 66 à 83, ce qu'avait été la vie politique, la vie universitaire, la vie économique, les grèves, les mobilisations, enfin tout ce qui s'appelle les groupes, les scissions entre les groupes, etc. Et évidemment les relations entre les personnes, les réseaux de sociabilité. Donc 5 métropoles régionales, des militants ordinaires, donc ça renvoie à la notion de protagoniste que mobilisait tout à l'heure Ludivine. On a évidemment laissé de côté toutes les têtes d'affiche, ce qui veut dire qu'au sein même de métropoles régionales, ceux qui étaient les têtes d'affiche dans ces métropoles régionales ne nous ont pas intéressés. On les a interviewés, bien entendu, mais on ne les a pas retenus dans le corpus des entretiens récits de vie. Donc on n'a que des personnes qui sont des militants ordinaires. Militants ordinaires, ça ne veut pas dire détachés de la lutte, pas très engagés, etc. C'est des gens qui n'ont pas, pendant la lutte, pendant ces années-là, occupé, si vous voulez, des fonctions de direction importantes dans des groupes, dans des partis, etc. Et qui, généralement, dans les années subséquentes, en tout cas pour les personnes qui ont été dans le corpus, n'ont pas non plus, ne se sont pas érigés en porte-parole de mai 68. Donc ni localement, ni nationalement. Et puis, bon, l'échelle temporelle sur laquelle nous avons travaillé est double en réalité. Il y a un premier focus dans la première partie de l'enquête qui porte sur les années vraiment de mobilisation, les années 68. Donc la période 66, comme l'a expliqué Ludivine, ça n'a pas de sens de commencer en 68, donc 66. 83, pour l'état de raison sur lequel on pourrait revenir dans les questions, sur la coupure de 83, elle est relativement arbitraire, bien entendu, et en réalité, elle n'est pas la même selon les familles militantes. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis, donc là, sur cette période-là, on a fait un travail le plus approfondi possible sur les villes et ce qui s'y est passé, d'accord, d'un point de vue politique. Mais comme ce qui nous intéressait, c'est les conséquences biographiques de l'engagement, l'autre échelle temporelle sur laquelle on a travaillé, c'est l'échelle biographique, c'est l'ensemble du parcours de vie de nos enquêtés, donc jusqu'en 2014. D'accord ? Donc on a ces deux fers au feu, si vous voulez, et évidemment on ne les a pas traités de la même manière. Je passe sur ce qui a déjà été exposé par Ludivine. Alors, la première étape de la recherche a consisté en gros à déployer une approche configurationnelle, vous voyez au sens de Elias tout simplement, une approche configurationnelle permettant de véritablement reconstruire, cartographier, comme je disais tout à l'heure, cartographier les différentes villes, les différents espaces sur lesquels nous travaillons. Puisque un de nos points de départ, c'est de considérer que les récits de vie, c'est bien, la prosopographie, c'est super, mais il faut que tout ça soit contextualisé. Il faut arrêter d'analyser des entretiens biographiques en les détachant en quelque sorte des espaces concrets dans lesquels les vies se sont déroulées. Parce qu'on s'expose à n'y rien comprendre. Donc c'était cette première phase qui devait durer 7-8 mois, a duré 1 an et demi. Parce qu'évidemment on s'est retrouvé aux archives face à des milliers de cartons. Alors selon les villes on a eu plus ou moins accès à des choses, mais... Et plus évidemment on a creusé, plus on s'est rendu compte que notre intuition de départ était juste, et que sans cela, en fait, on s'exposait à ne pas comprendre grand-chose des parcours de vie de nos enquêtés. Donc, je vais très vite sur le type d'archives que nous avons mobilisées, mais je crois que c'est important de le dire quand même. D'abord, donc, des archives que je connaissais bien, parce que j'ai fait ma thèse à partir de ça, les archives de la DCRG, les archives des préfectures de police, les PV de main courante, qui recensent, pour aller vite,
toutes les manifestations, donc pour les PV de main courante, qui recense toutes les manifestations au sens le plus large, 3 personnes qui se rassemblent pour protester ces manifestations d'un point de vue policier, toutes les manifestations qui se sont déroulées entre 66 et 83, et donc ça permet évidemment de faire des analyses tout à fait intéressantes. Sur Marseille, tout particulièrement parce qu'on avait une base complète, on a pu faire des analyses de réseau, des analyses aussi un peu plus complexes, vous retrouverez dans le bouquin sur Marseille, dont je ne parlerai pas ici, qui ont permis par exemple de montrer, c'est ça qui ça l'illustre d'une certaine manière, même si c'est le début de l'analyse, ça a permis de montrer notamment comment sur toute la période, les différents groupes politiques, partis, collectifs, etc., ont collaboré dans des appels communs à manifester, ensemble, ou se sont opposés, ont été plus ou moins présents dans la rue, cela n'étant évidemment qu'un indicateur de la présence effective, politiquement, dans les luttes, etc. Malheureusement, comme vous le savez peut-être, on n'a pas la possibilité, parce que les archives n'existent pas, sur cette période, de faire la même chose pour les grèves. Si on avait pu faire la même chose avec, évidemment, les grèves, donc on l'a fait, mais de manière pas systématique, comme cela. Donc ça, c'est un premier type de données qu'on a eu tout particulièrement sur Marseille, sur Nantes, grâce au CHT, et sur Lille. Voilà. Ensuite, on a des éléments qui viennent du fichier MR, militant révolutionnaire. Donc c'est un fichier qui avait été créé après 68 et qui visait en gros à ficher de manière systématique tous les militants révolutionnaires. Alors, comme souvent dans le travail des RG à l'époque, comme sans doute plus aujourd'hui qu'à l'époque, il y a à boire et à manger pour ces archives, c'est-à-dire qu'il ne faut pas les prendre pour argent comptant, mais il y a beaucoup de données, et nous, un de nos soucis, c'était de retrouver des noms, je vais y revenir, de retrouver des gens, puisque militant ordinaire veut dire, a priori, pas tout à fait sur le radar. Des photographies, des films, alors là, il y en avait énormément, des affiches et des tracts, ça c'est le premier tract, la première affiche, qui a été réalisée par une dame avec qui j'ai fait un entretien à Marseille sur le premier groupe de SOS Femmes battues en France, à part Paris, enfin, le premier centre d'hébergement. Des archives privées, ici vous avez quelqu'un qui nous a donné à Marseille un gros tas d'archives qui correspondait à la fondation d'un journal, La Criée, un journal militant, après, si vous voulez, après 74, après que tout s'effondre d'une certaine manière. Et donc on retrouve là, à travers les notes qu'il a prises, des PV de réunion, on retrouve tous les gens qui en 74 étaient mobilisables, identifiés comme étant des militants, et donc on peut comme ça, à différents moments du temps, reconstituer plus ou moins les réseaux de sociabilité, les affiliations entre les uns et les autres, les proximités entre les uns et les autres. Ici, un cahier qui m'a beaucoup ému, puisque c'est on n'a pas beaucoup, malheureusement, c'est une enquêtée qui me l'a donné, qui travaillait, qui était mobilisée dans le MLAC, à Marseille, et qui notait, elle le faisait de sa manière à bien plaire, comme on dit en Suisse, qui notait dans son petit cahier, enfin dans ses petits cahiers, tous les noms des femmes qui venaient pour bénéficier d'un avortement illégal, avec leur profession, la profession du mari, etc. Et alors on n'en a rien fait parce que voilà, ça fait partie de... Mais ça dit énormément de choses, par exemple, sur ce qu'était la population des femmes qui venaient au MLAC à Marseille, et ça dit en miroir beaucoup de choses aussi sur ce que c'était que se mobiliser dans le MLAC à Marseille, et c'est pas du tout la même chose qu'ailleurs, en raison de la sociologie civile de la ville de Marseille. Et puis évidemment tous les fanzines, les journaux. Donc tout ça nous a pris beaucoup de temps, d'autant qu'à cela nous avons ajouté, ici c'est pour Nantes, nous étions... on s'était rendu sensible à la question de l'espace concret, de l'espace de la ville, et on voulait pister un petit peu les circulations des militants dans la ville, les lieux où ils se réunissent, les lieux où ils habitent, c'est très important. Sur Marseille, alors moi je me suis occupé de l'équipe marseillaise, donc c'est pour ça que je parle souvent de Marseille, c'est ce que je connais le mieux, le reste c'est moins clair pour moi. Donc sur Marseille par exemple, à partir de 76-77, quand d'une certaine manière il y a un reflux, le reflux est consommé, on a beaucoup de militants gauchistes qui ne sont plus militants, qui vont habiter dans les quartiers nord, dans une logique d'établissement au sens le plus large du terme, c'est-à-dire qu'il faut aller habiter dans ces quartiers-là pour, etc. Donc c'est très important d'avoir cette cartographie en tête. Donc là, vous ne voyez rien en fait. Ça, c'est une cartographie des militants d'extrême gauche dans la ville. Donc, où habitent-ils? Ici, vous avez le tissu industriel. Ici, vous avez le tissu universitaire et scolaire. Et ici, les lieux de réunion publique des meetings de la LCR. Pareil, c'est pour vous donner un exemple. Bref, tout ce travail, qui nous a pris beaucoup de temps, qui n'était pas notre objectif principal, nous a permis d'obtenir une connaissance
pas super fine évidemment, mais quand même assez sérieuse des milieux protestataires dans ces différentes villes, avant le déclenchement des événements de 68, et ensuite tout au long des années 68, donc jusqu'en 1983. À partir de là, il s'agissait, deuxième phase, si vous voulez, d'entamer, ou de réaliser plutôt une biographie collective, ce qu'en histoire on appelle une prosopographie. C'est la même chose. Donc en fait, il s'agissait de quoi? Il s'agissait de constituer une population de militants ordinaires dont on pourrait affirmer qu'elle est significative. Sinon, évidemment, on s'expose à... ça aurait pu être cela ou d'autres, donc ça n'a plus aucune valeur. Et nous, évidemment, on voulait aller contre ces mythes qui circulent, on voulait montrer, parce qu'on en faisait l'hypothèse, heureusement on ne s'est pas trompé, on faisait l'hypothèse que les militants ordinaires n'avaient pas connu exactement le même destin que les têtes d'affiche comme Cohn-Bendit ou Michel Fields. C'était une hypothèse assez facile à faire, mais on voulait que ce soit vraiment fermement établi. Donc, il fallait constituer une population, alors même qu'on n'a pas de population de référence. Hier, il y a eu cette réunion sur l'enquête Gilets jaunes, il n'y a pas de population de référence, il y a des gens, on n'a pas une statistique de la population des Gilets jaunes, donc il est très difficile de constituer une population significative. Représentative, c'est impossible, on oublie, mais significative. Alors, comment a-t-on fait? On s'est appuyé, on a mené ce que Gilles Laferté appelle une ethnographie historique, vous voyez bien ce qu'on a fait dans la phase précédente, et on a essayé de rassembler, de faire des listes de noms à partir de trois sources. La première source, c'est évidemment les entretiens informatifs que nous avons faits avec les gens identifiés comme étant souvent d'anciens leaders dans les différentes villes, récupération des carnets d'adresses, la technique de la boule de neige habituelle. Mais qui ne peut surtout pas suffire, parce que ça nous aurait exposé, sur Marseille je le vois très bien, ça nous aurait exposé à travailler sur les réseaux maintenus par les anciens leaders des groupes politiques, féministes ou trotskistes, maoïstes, etc. Donc on a aussi, dans les archives administratives, de manière systématique, relevé tous les noms qui circulaient. Les personnes arrêtées, pour affichage de tracts, pour tout ce que vous voudrez, les personnes arrêtées, les dossiers, donc les fiches MR, militants révolutionnaires, pour chacune des villes, et puis aussi toutes les notes DRG. Il y a énormément de notes DRG qui font des bilans, et puis il y a beaucoup de policiers infiltrés dans les réunions. Par exemple à Marseille, les groupes maoïstes ne sont pas très nombreux, et il y a une personne infiltrée notamment dans un groupe maoïste, et donc évidemment dans le rapport qu'elle écrit, il y a un pseudonyme, mais qui donne le nom des personnes présentes. Et lorsqu'on a lu, vous avez compris, lorsqu'on a lu le compte-rendu de 15 réunions, on a compris qui était la personne qui était... Et on est le seul à le savoir. Mais bon. Et on n'a pas le droit de le dire. C'est malheureux, mais on a signé, donc on ne peut pas le dire. Et donc, les archives administratives et les archives personnelles, je dois dire que pour les féministes, pour la famille féministe, on avait très très peu de choses dans les archives administratives parce que, je crois que c'est intéressant de le dire, à l'époque, la police, les RG, se soucient comme d'une guigne des mouvements féministes. Et même au moment du MLAC, de la maison du MLAC, où il y a quand même des actions illégales, etc., tout le monde s'en fiche. En réalité, lorsque le MLAC est actif, il est déjà clair dans les hautes sphères de l'État que c'est terminé. C'est-à-dire qu'on va vers la loi Veil. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais donc pour chacune des familles, ça ne va pas être exactement la même procédure. Au total, pour les 5 villes, on a identifié 3776 personnes. Ça ne veut pas dire qu'on les a retrouvés. On sait que c'était des militants qui ont fait ça, on sait que c'était des gens qui nous intéressent a priori. Donc ça fait à peu près 750 par ville, c'est à peu près équilibré. Et à partir de cette base de données, on a extrait les 366 personnes que nous avons interviewées, donc à peu près 10%. Alors évidemment, il y a des personnes qu'on n'a pas retrouvées. Alors on rentre après dans une logique d'enquête, disons un peu policière avec les annuaires, etc. Bon. Mais au final, en utilisant des critères de pondération que je n'exposerai pas, mais il y a une table dans les annexes du livre, mais je peux y revenir, je l'ai mise à la fin de mon PowerPoint, je pourrais la montrer dans les questions. Donc divers critères de sélection et de pondération, on a constitué un échantillon de 366 personnes, enfin un groupe de 366 personnes avec lesquelles nous avons donc mené des récits de vie. À ces récits de vie, nous avons assorti un instrument qui s'appelle le calendrier de vie, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes familier de cet instrument, qui est un instrument qui vient de la démographie, qui est absolument génial. Enfin, moi, je suis encore sous le charme de cet instrument, parce que
Parce que le calendrier de vie est tout simplement, voilà, ouais, c'est une grande feuille, alors c'est un machin comme ça, hein, une grande feuille qui fait peur aux enquêtés, mais on le remplit en face à face, qui permet, si vous voulez, ça fonctionne par colonne, hein, vous avez le temps, la ligne du temps, qui permet, avec la personne, de reconstituer, si vous voulez, le CV de la personne dans les différentes dimensions qui nous intéressent. Ici, c'était évidemment le parcours résidentiel, le parcours familial, donc, dans la sphère familiale, mariage, enfants, etc., divorce, tout ce que vous voudrez, donc mise en couple, la manière d'habiter aussi, hein, en colocation, avec les parents, seul, en communauté. Ensuite, tout ce qui renvoyait à la formation, aux études, à l'activité professionnelle et les métiers exercés, avec, je ne rentre pas dans le détail. Et enfin, dans les deux dernières colonnes, c'est du rose-violet et orange, bon, je ne sais pas bonne couleur, les deux dernières couleurs, les groupes auxquels les personnes avaient appartenu et les campagnes auxquelles les personnes avaient participé. D'accord ? Et donc, cet instrument-là nous a permis, si vous voulez, de construire sur les différentes expériences de vie qui nous intéressaient, le CV des personnes. Alors, je le dis très rapidement, le calendrier de vie a aussi un autre avantage, c'est que c'est une aide considérable à la remémoration. Ça a été beaucoup étudié par les psychologues sociaux qui s'en servent pas mal, en faisant autre chose avec, hein. Mais on l'a aussi vérifié. C'est vraiment fascinant de voir comme, avant de faire un entretien, remplir le calendrier de vie, en l'enregistrant, parce qu'en fait c'est un entretien, les personnes parlent, ils se posent des questions, etc. Il y a des tas de mécanismes assez simples en fait à comprendre, enfin on imagine bien pourquoi ça marche comme ça, des tas de mécanismes qui font que les personnes arrivent bien mieux que d'habitude à se remémorer non seulement les événements, mais l'ordre dans lequel les événements se sont succédés, parce que c'est ça qui nous importe. Tout simplement parce que, par exemple, admettons que vous êtes une femme, on va dire une femme, c'est plus sûr, vous êtes une femme, vous allez vous souvenir de date de naissance de vos enfants. Ok ? Et peut-être pas du fait que vous êtes rentré à LCR en 75 ou en 74. Okay, mais bien souvent, en se souvenant, ah oui, mais c'était avant ou après que mon enfant soit né, et donc, de cette manière-là, le calendrier de vie se remplit. On a été attentif à la manière dont il était rempli, de manière horizontale, de manière verticale, enfin tout ça dit quelque chose aussi sur la manière dont les personnes font ce travail de remémoration. Et au final, ça nous a donné le moyen alors là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de construire une base de données à partir de ce calendrier de vie qui permet, si vous voulez, de pouvoir suivre, si je prends une personne donnée, Monsieur X, de pouvoir suivre pour cette personne de manière précise et donc datée toutes les expériences que cette personne aura vécues, l'ordre de ces expériences et la simultanéité des expériences ou la successivité, je crois que ça n'existe pas, des expériences d'une sphère de vie à l'autre. D'accord ? Et cela nous permet ensuite, en utilisant des méthodes particulières que vous connaissez peut-être, qui viennent des travaux de Andrew Abbott, et donc des analyses séquentielles, on appelle ça l'analyse séquentielle avec optimal matching, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est des analyses qui permettent, si vous voulez, qui donnent le moyen de mener des analyses statistiques temporalisées, et donc de faire ce qu'on ferait très classiquement sur une population d'enquêtés, de faire des analyses de clustering, c'est-à-dire de faire des typologies, si vous voulez, mais pas uniquement en fonction d'un état, je suis militant à LCR et je suis ouvrier agricole, non, en fonction, si vous voulez, de la succession des expériences dans le temps. D'accord ? Et donc, ça nous fait des classes de parcours de vie qui tiennent compte de la dynamique de ces parcours. C'est les différences dans la dynamique des parcours qui déterminent le fait qu'on est dans telle ou telle catégorie plutôt que le résultat, avoir fini là, avoir fini à telle profession, etc. Donc vous voyez bien que, je ne rentre pas dans le détail, mais on est très clairement éloigné d'une analyse en termes d'analyse causale. On ne cherche pas à expliquer, par exemple, le déclassement social par la militance, c'est pas ça du tout. J'insiste parce que souvent il y a un nœud d'incompréhension là. On cherche à expliquer comment des parcours se sont déroulés dans toute leur diversité, et donc notre conception de la causalité, c'est une causalité multiple, si vous voulez, et des causalités successives, avec ce qui nous renvoie si vous voulez, à la sociologie interactionniste classique, si vous voulez, Becker, pour aller vite, voilà, on est là, si vous voulez. Même s'il y a des petites différences, mais c'est vraiment ça. Alors, si je reviens au dispositif, donc les 366 interviewés on a essayé de faire des calendriers de vie avec tous. On n'en a que 285, donc pour des raisons, disons, matérielles, hein, on n'a pas réussi à les faire pour tout le monde. Et donc, on a le moyen de travailler de manière articulée entre un matériau biographique très riche, des récits de vie, et des calendriers de vie.
Et puis, on a constitué un groupe de contrôle, ce qui a été alors vraiment la croix et la bannière, parce que sans groupe de contrôle, évidemment, il est très difficile de dire quoi que ce soit de très sérieux. Je vous donne un exemple. Si je vous dis nos 68 arts ont subi un déclassement à hauteur de 30%, ça ne va pas vous dire grand-chose si on ne sait pas quel est le taux de déclassement social, hein, en termes de mobilité, de déclassement social des personnes des mêmes cohortes en France. D'accord ? Donc, on a essayé de trouver, alors c'était très difficile, on n'a rien de très satisfaisant, mais bon, on a retenu les cohortes 42-57 de l'enquête FQP, qualification professionnelle de 93, qui nous a permis d'avoir des points de comparaison. Il ne faut pas non plus, enfin ça reste très fragile, hein, mais disons que c'est mieux que rien, parce que c'est beaucoup mieux que rien, mais ça reste. Alors, voilà en gros pour le dispositif. Alors maintenant, je vais vous donner très rapidement quelques éléments, si vous voulez, sur ce que ça produit. J'ai fait le choix de ne pas rentrer ni dans l'histoire des groupes, ni dans l'histoire des familles, ni dans l'histoire des personnes. Mais quand même, je dois dire ici que par rapport à la présentation que je vous fais, le livre est très différent. Je veux dire, sinon ça ne donnera peut-être pas envie de le lire. Le livre Actes Sud repose essentiellement sur le matériau biographique. Et donc c'est des entrées thématiques par famille, par exemple sur la question de la conciliation entre la vie familiale, la vie amoureuse et la vie militante. D'accord ? Donc il y a des chapitres là-dessus. Il y a des chapitres sur les socialisations enfantines, donc qui sont nos personnes qui vont s'engager dans ces mouvements-là, etc. Mais dans la présentation que je fais là, on va rester au niveau de l'analyse statistique, si vous voulez, tirée de l'analyse séquentielle et de l'analyse statistique aussi des récits de vie pour être un peu synthétique. Mais j'insiste, le livre essentiellement repose sur du matériau biographique. Il y a même des portraits, 8 portraits, qui permettent en quelque sorte de rassembler tout ce qui a été en quelque sorte découpé dans les différents chapitres, pour montrer comment dans une vie donnée, des portraits qui sont un peu des parangons, comment dans une vie donnée tout ça a pu s'articuler. Alors, si on revient aux questions qu'on posait au départ, c'est-à-dire par rapport au mythe sur 68, c'est des étudiants, c'est des gosses de bourgeois, etc., etc. Ça a été beaucoup dit sur les féministes, les féministes sont des bourgeoises à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'analyse des calendriers de vie permet, donc vous avez la comparaison avec FQP là, et vous avez les données par famille. Donc je vais très vite, je ne vais pas tout détailler, mais par exemple sur la répartition par sexe, il y a une chose évidente, on va commencer par là, une chose évidente qui est frappante, c'est que la présence des hommes dans les mouvements féministes est nulle. Enfin, elle n'est pas nulle, elle est quasiment nulle, et lorsqu'il y a des hommes dans les mouvements féministes à cette époque, ce sont des médecins du planning familial, ou beaucoup de médecins ou d'autres qui militeront dans les MLAC, d'accord ? Mais les hommes féministes, il y en a très peu à cette époque, donc voilà. Vous avez évidemment une différence de proportion d'hommes entre les mouvements, entre gauche alternative, syndicaliste et féministe, avec dans le mouvement syndicaliste une très forte domination des hommes. Bon, tout ça est un peu plat, mais c'est un point de départ. Je ne commande pas la répartition par ville, elle est à peu près équilibrée. Ce qui est intéressant, peut-être juste un mot sur la multi-appartenance. Notre point de départ, notre hypothèse de départ, c'est de dire qu'il y aurait de fortes connexions. Bon, on le savait parce qu'on n'est pas complètement vierge quand on arrive sur une question, mais on avait lu un petit peu, si vous voulez. Mais le point de départ, c'était quand même l'hypothèse que entre le mouvement syndical, donc c'est GT-CFDT pour l'essentiel, FO éventuellement, entre le mouvement syndical, les gauches alternatives et le mouvement féministe, il y avait eu des circulations intenses, d'accord ? Et on savait aussi que ces circulations, à certains moments, avaient plutôt joué dans un sens que dans l'autre, etc., etc. Et donc, il nous importait évidemment de ne pas nous être trompés là-dessus. Et de fait, c'est le cas. On voit bien qu'on a 8% de nos enquêtés, je sais pas si, on a 8% de nos enquêtés qui ont été successivement ou en même temps dans les 3 familles. On a très peu de féministes syndicalistes, donc qui ont été actives dans les deux mouvements, 2%. En revanche, le lien entre gauche alternative et syndicalisme est très fort, plus fort, 18% ont milité dans les deux, gauche alternative féministe aussi, 14%, etc., etc. Tout ça reste synchronique, et donc, de mon point de vue, sans aucun intérêt. Ça, aucun intérêt. Ça ne dit rien. En revanche,
grâce, je passe, j'y reviendrai après, grâce à l'analyse séquentielle, on peut se reposer la même question, mais en la déployant dans le temps. Et alors là, on voit des choses. On voit par exemple, alors vous voyez, c'est un chronogramme hein, sur la base donc, des analyses séquentielles. Vous avez ici les années, ici en pourcentage, et vous avez les trois familles, les féministes ici, les gauchistes ici, et les syndicalistes ici. Et on voit par exemple des choses qui sont pas inintéressantes. On voit que le mouvement féministe, comme vous le savez, démarre en 70. Je ne rentre pas dans le détail, démarre en 70, connaît son pic en 74, donc c'est les MLAC, c'est le vote de la loi Veil, etc. Et jusqu'à présent, dans la littérature sur le mouvement féministe, sur l'histoire du mouvement féministe, on avait tendance à considérer qu'après le vote de la loi Veil, ça s'arrête, c'est-à-dire qu'il y a un reflux, hein, succès, reflus, perte de cause, etc. Alors qu'en réalité, ce que montre notre enquête, c'est que c'est le moment où le mouvement féministe est en pleine efflorescence, entre 74 et 80, avec le développement. Mais c'est des choses qui n'étaient pas visibles à l'œil nu aussi facilement, parce que c'est toute une efflorescence de collectifs autonomes, de mouvements peu visibles, qui sont peu présents sur la place publique, parce que c'est aussi d'autres formes de mobilisation, par le théâtre, etc. Mais en fait, on a une période là, un acmé, si vous voulez, qui dure jusqu'au début des années 80. Et je précise que ce résultat est... Camille Masclet, qui a fait sa thèse sur le mouvement féministe dans la même période, qui fait partie de l'équipe, c'était la chef de la famille féministe, donc qui a fait sa thèse à Lausanne et à Paris 8, a exactement le même résultat à partir du même type d'enquête, bien sûr, mais d'autres personnes sur Grenoble et sur Lyon. Hein, c'est pas les mêmes enquêtes, donc, et c'est tout à fait, on a exactement la même allure. Ensuite, encore un autre, je ne peux pas tout commenter, mais un autre commentaire sur ces courbes. Si on regarde la courbe des gauchistes, donc en noir, et la courbe en pointillé des syndicalistes, ça permet d'identifier assez clairement comment, à partir de 73-74, à l'IND, tout s'effondre, et tous ces mouvements s'effondrent, les gens partent, arrêtent de militer dans ces groupes, et qu'il y a un phénomène de translation tout à fait clair des militants de la LCR, des militants Mao, etc., vers les syndicats. Donc il y a une entrée massive, si vous voulez, de nos militants dans les syndicats. Et en fait, l'univers syndical va fonctionner en quelque sorte comme une sorte de lieu refuge où vont pouvoir continuer à être actifs, tout en résolvant le problème, parce que là c'est les années, tout en résolvant le problème de l'entrée dans la vie active, parce qu'à un moment donné il faut bouffer, donc il faut aller travailler, on commence à se marier, il y a toutes les autres sphères de vie qui pèsent, et donc là ça illustre parfaitement ce moment où d'un côté, d'un point de vue des espoirs révolutionnaires, en gros l'histoire ne nous mord plus du tout la nuque, et de l'autre côté, les contraintes, on veut continuer à militer, on veut continuer à faire des choses, mais disons qu'il va falloir travailler, il va falloir gagner sa vie, et donc l'engagement dans le mouvement syndical est d'une certaine manière un moyen, puisqu'on va militer dans l'entreprise, dans l'activité syndicale, un moyen de résoudre le problème. Je ne sais pas si vous voyez la différence qu'il y a, parce que pour moi elle est immense, entre ça, qui n'est pas inintéressant, et ça, qui est radicalement différent, c'est-à-dire qu'on ne voit plus du tout la même chose. Et je vais vous le montrer sur les professions, je crois que c'est encore plus visible. Alors, juste, je vais passer très vite sur cette dimension. Il y avait 3 dimensions qui nous intéressaient, puisque dans la littérature, je ne l'ai pas dit, sur les conséquences biographiques de l'engagement, qui est pas très développé, mais il y a quand même pas mal de travaux majeurs américains, Macadam, Alan Flack, etc. Donc il y a quelques livres sur les militants des années 60 aux États-Unis qui ont établi de manière concordante, sur la dizaine de travaux qui existent, qui ont établi de manière concordante que le militantisme de ce type avait eu des effets durables dans la sphère professionnelle, donc à la fois sur les parcours scolaires, les parcours d'étudiants, les parcours professionnels, sur la vie affective et sur la vie politique et militante. Okay, donc, on voulait vérifier évidemment cela, et on trouve les mêmes choses. Sauf qu'on va pouvoir montrer comment ça s'est passé et ne pas se contenter du simple résultat. Par exemple, in fine, ils ont eu des professions moins intéressantes que s'ils n'avaient pas milité, si vous voulez. On peut montrer à quel moment ça a bifurqué, à quel moment les personnes ont tenté de revenir dans la compétition, si je puis dire, etc. En matière de vie affective et d'engagement, pour le dire d'un mot, parce que c'est plus compliqué en fait à exposer, pour le dire d'un mot, on constate que
nos 68 heures, contrairement à ce que nous raconte la Vulgate, qui a été notamment véhiculée par des enfants de 68 heures qui ont mal vécu, il n'y a pas chez nos 68 heures, chez nos militants ordinaires, des vies affectives particulièrement troublées. Donc on a tous en tête l'idée en gros c'est la partouze californienne si vous voulez. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, et d'ailleurs même pour certains groupes et certains partis, militants de certains partis, on est plus proche, si vous voulez, d'un ascétisme protestant que de toute autre chose. Donc ça c'est une première chose. Vous voyez les différences, effectivement, quand on fait l'enquête, les gens qu'on enquête sont moins mariés qu'en population générale, etc. Et si vous regardez par exemple la progéniture, les enfants, les féministes n'ont pas fait beaucoup moins d'enfants. Enfin, voilà, on a quelque chose qui ressemble en fait finalement à ce qui se passe dans la société. Ce qui n'est pas inintéressant, parce qu'il y a notamment un Américain là, qui a fait un travail récent qui essaye de montrer que aux États-Unis, et je pense qu'on peut se poser la question ici, que le mouvement, si vous voulez, de libération sexuelle, de libération des mœurs, etc., que bien souvent on impute à 68 comme effet de 68, est déjà en œuvre, est déjà là, est déjà profondément là, au moment, et que 68 n'en est qu'une visibilisation, une traduction, etc., et sans doute un accélérateur, mais c'est déjà là, puisque en population française, on a des parcours qui sont déjà assez proches. Alors, c'est plus compliqué, mais je pense qu'on peut le dire comme ça, on peut y revenir si vous voulez. Alors, sur la question de la trajectoire professionnelle, je pense que c'est très important et très intéressant, parce qu'on a tous en tête cette idée que les ex-68 heures ont tous été, c'est le fameux texte à la fois joli et malheureux finalement de Hockenheim sur Colmao Rotary, cette idée que les anciens 68 heures sont tous devenus des bourgeois ventripotents et qui pérorent à la télévision. Il y en a sans doute quelques-uns, leur nom m'échappe, mais pour nos militants ordinaires, il est bien clair que la question se pose tout à fait différemment. Alors, d'abord, il faut dire qu'on est dans une période, dans ces années-là, on est dans une période de translation générale de la société vers le haut. D'accord ? C'est-à-dire que, tout simplement parce que l'exode rural, parce que la fin des petits artisans et commerçants, enfin, vous connaissez tout ça, et donc on est dans un moment où, de manière générale, dans toute la société française, les enfants occuperont des positions qui, en tout cas subjectivement à leurs yeux, parce que c'est plus compliqué, mais à leurs yeux, seront des positions supérieures à celles de leurs parents. Ils seront employés plutôt que paysans, ils seront employés plutôt qu'ouvriers, etc. Donc on est dans un moment quand même où, certes, le chômage commence à apparaître, on commence à parler un peu du chômage dans ces années-là, mais où, alors on n'est peut-être pas d'accord là-dessus, mais où moi j'ai le sentiment, et les entretiens sont très clairs là-dessus, où en gros l'angoisse qui aujourd'hui nous habite, enfin pas nous, pas moi, mais habite, depuis les milieux des années 80, nous habite, l'angoisse de ne pas trouver de boulot, que sa formation ne servira à rien, etc., n'existe pas. Massivement, elle n'existe pas. Ce qui est très important à prendre en considération si on veut comprendre comment et pourquoi ces jeunes gens, qu'ils soient ouvriers, apprentis, étudiants, vont, avec beaucoup moins de difficultés que ce ne serait le cas aujourd'hui, s'engager corps et âme, laisser tout tomber pour militer. Parce que l'angoisse, en quelque sorte, du futur professionnel se pose, bien entendu, mais pas du tout dans les termes dans lesquels elle se pose aujourd'hui. C'est un anachronisme terrible, ce serait un anachronisme terrible de s'imaginer que ça fonctionnait de cette manière-là, comme ça fonctionne aujourd'hui. Alors, ça c'est une première chose. Quand on regarde la première profession, donc là je prends juste pour commencer première et dernière profession, donc 2 points dans le temps, et donc pas l'ensemble de la frise. Quand on regarde les premières professions, on constate, pour le dire d'un mot, que nos enquêtés sont plus que la moyenne diplômés, pas tous, mais plus que la moyenne diplômée, et que d'une certaine manière, ce n'est pas les plus démunis dans la société qui se mobilisent. Bon, encore une fois, c'est quelque chose qu'on sait d'à peu près toutes les mobilisations. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que il y a un décalage, là on ne peut pas le voir, il y a un décalage entre le niveau de diplôme obtenu par nos enquêtés et la première profession qu'ils exercent. Par exemple, ici, vous avez, dans les gauches alternatives, 22% d'ouvriers, comme première profession. Or, sur ces 22%, dont la première profession sera une profession d'ouvrier, vous avez une bonne partie qui sont des établis. Des gens qui ont un diplôme, qui ont fait des études, même s'ils les ont interrompus, mais qui ont une première année d'université, 2 années, 3 années, 6 ans de médecine, enfin voilà, toutes les configurations possibles, et qui vont s'établir comme ouvriers, aussi bien comme employés, etc. Donc on a une proportion, si vous voulez, à la première profession, de professions dominées
qui est bien supérieure à celle à laquelle on pourrait s'attendre, étant donné le niveau de diplôme des enquêtés. Et cela renvoie, je ne peux pas le détailler, c'est traité dans un des chapitres du bouquin, enfin dans 3 chapitres du bouquin par famille, ça renvoie à ce qu'on appelle le refus de parvenir, qui a été théorisé au siècle précédent, enfin il y a 2 siècles maintenant, donc le refus de parvenir, le refus de s'engager, de devenir cadre, le refus de commander, etc. Et donc la décision soit de s'établir comme ça mère le bout de la chaîne, soit tout simplement, voilà, je fais des études d'ingénieur, ben non, je sais qu'ingénieur ça va vouloir dire je vais encadrer les ouvriers, donc j'arrête et je pars en lettres, en architecture, d'accord? Donc il y a ce premier moment, si vous voulez, au moment de la première profession, les années 70-75, où beaucoup de nos enquêtés font des choix volontaires si vous voulez, de refus de parvenir par anticipation. Ils interrompent leurs études, ils les défient, etc., pour pas parvenir à des positions qui les mettraient en porte-à-faux avec leur idéologie. Et puis quand on regarde la dernière profession, on voit, je vais passer directement à ça, c'est la même chose mais sous la forme d'un chronogramme donc, et donc ça a l'avantage, alors attention là c'est les âges, c'est pas les années, c'est l'âge biologique des enquêtés. On voit que, la dernière profession, on voit que en fait nos enquêtés se sont pour une partie entre guillemets rétablis, c'est-à-dire pour une partie au cours de leur cycle de vie, ils sont revenus, si vous voulez, à des professions, à des positions que leur niveau de diplôme, leurs compétences acquises dans les études pouvaient leur permettre, auxquelles ils pouvaient accéder. Tout ça n'est pas très français, vous voyez ce que je veux dire? Ok. Donc, et là c'est très intéressant parce que nous, ce qui nous importait, c'était pas seulement de dire oui, il y a eu du déclassement, c'est de voir à quel moment les gens refusent de parvenir, à quel moment ils se disent non, je vais quand même essayer de faire carrière d'une manière ou d'une autre. Comment? Est-ce que ça traduit une trahison de leurs idéaux, etc. Là, on voit par exemple, si on prend, vous voyez un petit peu quand même les couleurs, il y a une ligne orange. La courbe orange, c'est le monde de l'éducation, enseignants, professeurs intermédiaires de la santé, du travail social, clergé, etc. Donc essentiellement, en gros, le monde enseignant, si vous voulez, hein, le monde aussi du travail social et de la santé. On a très clairement ici toute une frange de nos enquêtés qui, dès la sortie des études, rentrent dans ces métiers-là et ils resteront toute leur carrière. Hein, à droite, évidemment, la césure, c'est la bizarre retraite, puisqu'on est sur des âges biologiques. Vous voyez comment... Donc, on a toute une frange de nos enquêtés qui ont des carrières finalement très classiques. Hein, ils finissent leurs études, ils rentrent dans l'enseignement, dans le travail social, l'assistance sociale, etc. Ils y passent toute leur carrière et un jour ils sont à la retraite. Voilà. C'est aussi que ce sont des professions qui permettent, on pourra revenir dans les questions, la conciliation des idéaux politiques, des idéologies politiques, des convictions et le travail, qui permettent aussi dans le travail d'introduire, de transformer, si vous voulez, les conditions de travail et les modalités du travail de l'intérieur. Par exemple, vous êtes médecin, vous faites des études de médecine, plutôt qu'ouvrir un cabinet en libéral, vous allez devenir un médecin du travail. Et vous allez faire toute votre carrière. Mais on a aussi, je prends les ouvriers, ils sont où les ouvriers? C'est ceux-là, malheureusement on n'a pas le... Attendez. C'est le premier, voilà, merci, ils sont là. Si vous regardez les ouvriers, vous voyez bien, c'est juste ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne proportion, jusqu'à 20% de nos enquêtés qui vont être ouvriers pendant un temps donné, et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'ils avancent en âge, donc le pic c'est autour de 24-26 ans, donc passer la trentaine, et donc après ça veut dire passer 75-76, parce qu'il y a le temps historique et leur temps biologique, tout ça il faut tenir les deux en compte, prendre les deux en considération, vous avez une décrue progressive mais continue, jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez, quasiment plus personne de nos enquêtés qui est à des positions ouvrières. Et si vous revenez avec la comparaison en population générale, l'écart est infiniment supérieur. Ça veut dire qu'au cours de leur trajectoire de vie, nos enquêtés, ceux de nos enquêtés qui avaient fait le choix de devenir ouvriers, de rester ouvriers pendant longtemps, pour une bonne partie, ont plus ou moins réussi à se reclasser ailleurs, à changer de profession, etc. Reste à savoir qui a mieux réussi et pourquoi. Et je le dis maintenant parce que c'est pas un scoop, mais il y a 3 facteurs qui jouent dans la capacité que vont avoir nos enquêtés à se reclasser, à retrouver des niveaux professionnels correspondant à leur niveau de diplôme. C'est 1, le sexe, c'est-à-dire que pour les femmes, ça a été infiniment plus difficile.
pour des tas de raisons qui vous sont sans doute présentes à l'esprit et qu'on pourrait expliquer. C'est les ressources à disposition, donc c'est l'origine sociale, parce que l'origine sociale veut dire aussi réseau. Et on a bien vu comment dans les villes sur lesquelles nous avons travaillé, par exemple au début des années 90, dès 77 avec les élections municipales, mais ensuite tout au long et jusque dans les années 90, les possibilités offertes de reclassement, notamment dans les emplois liés aux municipalités, les associations, tout ce qui est financé par l'État, etc., ont été plus facilement accessibles pour certains que pour d'autres, et cela en raison évidemment des ressources sociales relationnelles, notamment dont disposaient les individus. Et puis le troisième facteur, c'est l'âge, tout simplement l'âge biologique, parce que on est sur un temps assez court, mais il faut comprendre que ceux qui, très jeunes, se sont engagés dans les mouvements des années 68, en 68, en 70, en 72, ceux qui donc ont commencé à militer en laissant tout tomber alors qu'ils étaient au lycée, vont se retrouver 10 ans après sans diplôme. D'accord ? Ils vont se retrouver sans grand-chose. Et donc ça va être beaucoup plus difficile pour eux de rebondir, de revenir en quelque sorte dans le jeu, que ceux qui avaient 5-6 ans de plus qu'eux, qui avaient leur bac, et qui avaient peut-être une première année, une deuxième année de faculté. Donc ça, c'est purement, si vous voulez, purement lié au hasard des naissances, mais il y a une véritable différence qui est très, très forte en fonction des âges. Donc c'est les trois facteurs qui... Alors, il faut que je m'arrête très vite, là. Ah, d'accord. Alors... non, moi, je suis quasiment terminé. Il m'en reste 25. Donc, je vous montre juste, ça, c'est ce que produisent les analyses séquentielles, c'est ce qu'on appelle des tapis. C'est pas du tout effrayant, en fait, ça c'est joli, et c'est purement une visualisation pour pouvoir analyser les données qui sont très difficiles à analyser. Donc, c'est une visualisation. Vous voyez ici les carrières professionnelles de l'ensemble de nos enquêtés, c'est donc l'ensemble de nos enquêtés, chaque ligne est une personne, d'accord ? Et il y a une analyse une typologie, si vous voulez, qui est réalisée, qui permet de dégager 8 classes, et les personnes qui sont dans chacune des classes sont proches les unes des autres, non pas seulement du point de vue de leur première profession, de la dernière profession, mais de l'ensemble de leur parcours professionnel, d'accord ? Et donc, vous avez par exemple en haut, le rose, c'est ouvrier. Donc vous avez ceux qui, c'est en gros les 17% de nos enquêtés qui ont commencé, qui sont les plus âgés, qui sont nés dans les années 30, qui ont commencé à militer bien avant 68, qui sont à des positions ouvriers et qui vont rester toute leur carrière, peut-être éventuellement passer contremaître, employé, etc., mais qui vont rester sur une profession d'ouvrier, etc., et qui le plus souvent ont été syndicalistes tout au long de leur carrière. Alors que dans d'autres groupes, vous avez des gens qui vont avoir des carrières beaucoup plus compliquées, beaucoup plus perturbées. Et donc voilà, c'est en lisant ces tapis, si vous voulez, qu'on interprète le contenu de chacune des classes lorsqu'on fait les traitements. Ça, c'est en pourcentage, c'est une autre manière de le lire. Je passe, on pourra avoir. Alors, une des choses intéressantes sur les carrières professionnelles, je crois on peut avancer, c'est un peu hypothétique, mais c'est que quand on essaie de comprendre ce qui fait que les carrières professionnelles de nos enquêtés ne ressemblent pas tout à fait aux carrières professionnelles de la population générale dans les mêmes cohortes, c'est notamment ce qu'on appelle le scarring, alors je ne sais pas comment on dit la cicatrice en français, la cicatrice, oui, on appelle ça comme ça, la cicatrice. C'est tout simplement, c'est une thèse selon laquelle les personnes qui, dans leur parcours professionnel, ont, notamment en début de carrière professionnelle, beaucoup de ruptures professionnelles, changement d'emploi, période d'inemploi, etc. Et ça touche particulièrement nos militants, qui, dans les années 70, vont jongler très souvent entre des petits boulots, commencer un travail, mais j'arrête parce qu'il faut que je milite. Et donc, c'est vrai, ce partage permanent entre s'engager à corps perdu dans le militantisme, mais il faut quand même faire un peu d'argent, etc. Et souvent, ça dure 5, 7, 8 ans. Et ces travaux américains, qui portent tout à fait autre chose, ont montré que lorsqu'il y a ce type d'allure dans les parcours professionnels, ça a toutes les chances de générer du déclassement
professionnelle infinie, c'est-à-dire que les carrières n'arrivent jamais à se rétablir. C'est aussi ce qu'on peut montrer quand on compare les carrières dans ces analyses de parcours de vie, les carrières des hommes, professionnelles des hommes et les carrières professionnelles des femmes, ce qui fait que, notamment, entre autres choses, que les carrières professionnelles des femmes sont toujours moins intéressantes, moins profitables et finissent toujours moins loin que celles des hommes, statistiquement parlant, c'est notamment le fait qu'il y a des interruptions liées aux grossesses, les enfants, etc. C'est un truc assez classique. Et le résultat de tout ça, ça résume en quelque sorte les choses, mais je crois que le chiffre est assez considérable pour qu'on le remarque, c'est que lorsqu'on fait les calculs avec des tables de mobilité, et qu'on essaie de voir finalement quelle a été la mobilité sociale de nos enquêtés par rapport à la mobilité sociale des mêmes cohortes dans la même période, eh bien, on constate que, ça va, mobilité structurelle, nette, on constate que le taux de mobilité pour nos enquêtés est de 22%, d'accord ? La mobilité structurelle, la mobilité structurelle est de 22%. La mobilité structurelle donc, est la même pour la cohorte FQP. En revanche, la mobilité nette est de 55% pour nos enquêtés et de 26% pour la population générale. Ça veut dire donc que nos enquêtés ont connu une mobilité bien plus forte que le reste de la population, des mêmes cohortes, d'accord ? Ils ont été beaucoup plus mobiles. Sauf que cette mobilité, contrairement à ce qu'on a pu dire, c'est exactement l'inverse, c'est une mobilité descendante plutôt qu'une mobilité ascendante. Puisque le taux de déclassement, donc de mobilité descendante, si vous voulez, s'établit à 26% pour l'ensemble de notre groupe, alors qu'en population générale, encore une fois, à un moment de translation à se vers le haut, 4%. Donc l'écart est énorme. Donc ça veut dire, là je pense qu'on peut vraiment affirmer, sauf à remettre en cause la représentativité, la significativité de l'échantillon, on peut vraiment affirmer que les 68 A ordinaires ont payé le prix fort de leur engagement, puisque, in fine, ils ont un taux de déclassement qui est considérable. Alors, quand je dis payer le prix fort, il faut immédiatement faire attention, ou ajouter quelque chose. Nos enquêtés sont bien conscients de ça. Ils nous en parlent, parce qu'ils nous parlent dans les entretiens de leur carrière, de leur trajectoire. Ils n'expriment, sauf quelques très rares exceptions, aucun regret. Ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, parce qu'il faut que je termine mon jeu, on a des gens qui, tout au long de leur trajectoire de vie, ont massivement conservé leurs convictions. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont restés maoïstes, trotskistes, d'accord, les temps ont changé, le vocabulaire dans lequel tout ça s'exprimait est passé de mode, etc., etc. Mais ce qui compte, à leurs yeux notamment, c'est d'être restés d'une certaine manière, comme disait un maire de Bordeaux, je crois, droit dans leurs bottes. C'est ça ? Ils sont restés droit dans leurs bottes, c'est-à-dire tout simplement qu'ils sont restés militants. Et moi j'ai été fasciné, parce que je ne m'y attendais pas du tout, de voir des personnes qui ont 70, 72, 73 ans, à Marseille, donc pour les enquêtés que j'ai vus, qui ont fait le MLA, qui étaient, je ne sais pas, à l'Alcer, où que ce soit, et qui aujourd'hui ne sont plus du tout dans ces groupes-là, bien sûr, la plupart ont disparu, l'essentiel a disparu, mais qui font de l'alphabétisation pour les Roms. Bon, à Marseille, il y a eu plein de problèmes autour des Roms, etc., qui ont beaucoup d'engagement dans les quartiers, dans les associations, etc., et qui sont en quelque sorte, depuis, disons en tout cas depuis le milieu des années 90, souvent ceux qui, dans les luttes qui se sont développées depuis les années 90, sont là, discrètement, ils ne sont pas à la tête de ces mouvements, etc., mais servent en quelque sorte de relais et font passer des choses. Et ça, c'est très intéressant, parce que moi, c'est une des choses qui m'intéressait déjà depuis longtemps, c'est l'histoire de ce qu'on appelle l'immaculée conception des mouvements sociaux. Hein, tout à coup, il y a un mouvement qui émerge, et pouf, voilà, il y a plein de gens dans la rue, tout ça, donc c'est spontané. Bon, en réalité, il y a des rivières souterraines, si vous voulez, il y a des formes d'abeyance, de mise en sommeil, qui font que, quand on a les moyens de travailler sur un mouvement, on peut trouver tout un substrat, si vous voulez, localement, qui fait que les choses peuvent prendre, parce qu'il y a du savoir-faire qui circule, etc. Là, ce qu'on a constaté avec les entretiens, donc c'est véritablement de voir que dans nos 5 villes, on a tout un groupe de personnes qui par moments disparaissent un peu des radars. Les années 80, c'est des années où les gens sont un peu dans l'atonie, mais qui vont revenir en 95, par exemple, au moment du plan Juppé, qui vont revenir dans les mouvements altermondialistes au début, etc. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont intéressants. Et je termine là par quelque chose que je ne vais pas commenter, juste pour vous montrer que moi aussi je sais faire des ACM. Alors je plaisante.
On pourra en discuter dans la discussion. On a essayé, et on est encore en train de travailler là-dessus parce que ça n'est pas satisfaisant, on a essayé de trouver le moyen de représenter en même temps les différentes carrières que nous avons étudiées. Carrière affective, carrière militante, carrière professionnelle. Ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est carrière par carrière, la profession. Mais il faut associer tout ça, sinon on a... Alors on a essayé de le faire. Ici, c'est vous savez que l'analyse des correspondances, jusqu'à présent, elle n'est jamais temporalisée. C'est toujours des photographies. D'accord ? Donc là, on a essayé de faire quelque chose qui soit temporalisé. Alors c'est insatisfaisant, c'est ce qu'il y a dans le bouquin, mais on était un peu pressé, mais bon, c'est pas mal non plus. C'est une carte qui permet de projeter en variable active toutes les expériences qui étaient antérieures à 1983, donc en gros ce que sont les gens des années 68, et en variable passive tout ce qu'ont fait les gens après. D'accord ? Donc on peut comme ça superposer sur la même carte. Et ça permet de dégager trois groupes. Moi, je ne veux pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, on a un petit peu avancé là-dessus. Et je termine là. On a essayé de mettre en œuvre un autre type, avec des analyses factorielles multiples, un autre type d'analyse beaucoup plus raffiné, qui nous amène à un clustering en 5, avec 5 groupes qui se distinguent, donc de militants, et chaque groupe étant donc caractérisé par une proximité d'expérience dans la sphère affective, dans la sphère professionnelle et dans la sphère militante. Voilà, mais je ne rentre pas dans le détail parce qu'on est encore en train de travailler dessus, et je vais vous dire en toute honnêteté, la personne avec qui je travaille est la personne qui sait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc écoutez, je crois que je peux m'arrêter là parce que